Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 126 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, on va parler du Utah Jazz. Bon, alors évidemment, le Utah Jazz, nous sommes dans cette série, vous l'aurez reconnu, des stats de la saison où on fait des bilans de chaque équipe NBA à travers notre format des 10 stats de la saison. Donc pour chaque équipe, 10 stats qui nous permettent de discuter de l'équipe en question sous différents aspects, les stars, le collectif, la progression de certains jeunes, etc. etc. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on en est au 11e numéro sur 30 de cette série. Et donc aujourd'hui, bilan de la saison 2023 du Utah Jazz qui passe donc notre épreuve des 10 stats de la saison 2023. Et donc, pour parler du Jazz, on reçoit un habitué, quelqu'un que vous connaissez, et quelqu'un qui aime bien les stats, bien sûr. On reçoit Azad de QI Basket, @azmatlanba sur Twitter, qui nous fait plein de threads et plein d'articles, et qui donc se joint à nous aujourd'hui pour cet exercice. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, bilan de la saison 2023 du Utah Jazz. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre série des stats de la saison avec aujourd'hui une équipe très intéressante, très jeune, vous allez voir. Et pour ça, on reçoit un habitué du Basket Lab, on reçoit Azad. Comment ça va, Azad ? Eh ben écoute, ça va super. C'est la deuxième plus belle période de l'année. Après les playoffs, on a le Tour de France, donc vraiment c'est un enchaînement de belles périodes. Vive l'été. C'est quoi comme sport, le Tour de France ? C'est du handball ? C'est quoi exactement ? C'est ce qu'on appelle la bicyclette plus communément. Oui. Bon, excusez-nous, on importe un peu nos private jokes du Discord sur le podcast. Donc oui, nous sommes en plein Tour de France. Et Azad de QI Basket, Azad @azmatlanba sur Twitter évidemment, qui nous rejoint aujourd'hui. Et aussi Azad, grande annonce. Peut-être ce sera publié au moment où celui-ci sera publié également. Mais tu as aussi rejoint un autre podcast. Exactement. J'ai été invité à rejoindre le podcast du Trèfle, qui s'adresse surtout du coup aux fans des Celtics, qui parle essentiellement de la franchise de Boston. Et du coup, on a été deux du Basket Lab, deux du Discord à rejoindre l'équipe cette année. Du coup, très content de faire partie de cette équipe aussi qui propose une belle panoplie de sujets autour de la franchise des Celtics. Voilà, donc Azad de QI Basket et désormais du Trèfle, évidemment. Vous pourrez entendre tout ça. Dans l'actu aussi de ton côté, parce que c'est un peu l'instant promo du début de podcast, bien sûr. Un thread sur Chris Dunn, peut-être on va en parler aujourd'hui, mais surtout un article sur Lauri Markkanen, on va en parler aussi aujourd'hui. Exactement, et il y a un autre article qui est sorti hier pour les plus curieux, sur Trendon Watford qui a été coupé par Portland. Oui. Et du coup j'ai commencé l'article avant qu'il soit. En fait j'ai eu l'idée de l'article avant qu'il soit coupé, mais du coup maintenant c'est bien, ça fait un peu de promo pour lui s'il cherche un agent aussi. Mais du coup j'ai écrit un article sur Trendon Watford. Ouais, tu me piques mes joueurs de la All-Star Team, pardon. C'est très gentil. Oui, et puis tant qu'on est aussi dans les articles, puisque tu es très productif. Un article également sur Marcus Smart et son départ. On vous invite à aller lire sur QI Basket. Je ne ferai pas de blague. Pas encore, c'est un peu tôt. Mais non, mais un très bel article d'Azad sur Marcus Smart qui est donc parti. Mais bref, on va pas parler de ça aujourd'hui. On va pas parler de ça. On va plutôt parler dans notre série des stats de la saison. On va parler d'une équipe en particulier que tu m'as demandé de faire et qui est une équipe donc très intéressante. C'est le Utah Jazz. Donc,
Et donc je rappelle pour ceux qui découvrent peut-être notre format des stats de la saison, c'est juste un peu un prétexte pour faire un bilan de la saison 2023 équipe par équipe. Donc aujourd'hui Utah, à travers un format de stats où soit on a des stats qui en elles-mêmes peuvent être intéressantes à exposer, soit on s'en sert un peu de prétexte, hein, vous connaissez, pour parler de plein de petits sujets pêle-mêle à propos de cette équipe. Donc voilà. Pourquoi est-ce que tu m'avais demandé d'ailleurs le Utah Jazz en particulier? C'est une équipe qui t'avait marqué dans la saison? C'est une équipe que j'avais trouvé plutôt agréable à regarder jouer, surtout au début de saison. On en parlera un petit peu dans les stats, mais il y a eu 2 saisons du côté de Utah. C'est l'ancien assistant de Boston, Will Hardy, donc j'avais aussi un œil un petit peu là-dessus. Et puis ouais, des joueurs sur lesquels j'ai toujours eu un peu d'affection, comme Chris Dunn aussi. Donc j'étais intéressé par cette équipe. C'est une équipe que j'ai plutôt suivie aussi un peu par hasard. Il y a des fois on tombe plusieurs fois sur des matchs d'une équipe et ça nous attire un peu plus l'œil que d'autres. Et j'avoue que côté Ouest, c'est une des équipes que j'ai un peu suivie alors qu'elle n'était pas en play-off. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être aussi une des équipes que personne d'autre allait vouloir faire. Donc c'est l'occasion. Effectivement, eh bien, si tu es prêt, on peut attaquer. Quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter pour le Utah Jazz 2023? Alors, du coup, la première, et je commence par celle-là, du coup, pour donner un petit peu le contexte de la saison du Utah Jazz, c'est 117,9. Ouais. Et 117,9, c'est l'offensive rating du Utah Jazz avant le 8 février, donc avant la trade deadline. Et c'est à ce moment-là de la saison, c'est la 4e meilleure attaque de la saison. Ah ouais, carrément. Ouais. Et du coup, l'histoire, c'est que ensuite, après le 1er février, on passe à 113 points par possession. Donc, on perd 5 points par possession en termes d'attaque. Et ça, c'est devenu la 25e attaque de NBA. Donc, il y a eu un travail de tanking vraiment très bien fait, un petit peu en retard du coup. Mais à partir du 8 février, on a vraiment eu une mauvaise attaque avec 113 d'offensive rating. Et je pense que c'est aussi un peu corrélé au départ de Mike Conley quand même. Parce maintenant, le Jazz a plus de meneurs de jeu. En tout cas, plus de vrais meneurs de jeu. Les 2 joueurs au poste de point guard, ça va être Sexton ou Chris Dunn, qui sont plus ou moins des meneurs de jeu, pas complètement et pas du tout du niveau de playmaking et d'efficacité de Mike Conley, même du vieux Mike Conley. Et l'autre joueur qu'ils ont utilisé pas mal au poste de meneur, c'est Taylon, j'ai plus le nom en tête complet, Taylon Horton Tucker, exactement. Et ouais. Du coup, qu'ils ont aussi beaucoup utilisé comme meneur, et on verra que ça n'a pas été toujours pour le mieux. Mais du coup, c'était important un petit peu pour moi de souligner, pour commencer le podcast, qu'ils ont eu 2 saisons. Une première saison drôlement efficace, un petit peu en surchauffe, mais qui a fait peut-être une équipe qui pouvait aller chercher les playoffs, ou en tout cas le play-in. Et à partir du 8 février, il y a eu un petit peu un renversement en termes de philosophie et de jeu, et ils sont passés à une des pires attaques de la ligue. Ouais, et puis on rappelle évidemment que ce changement à la trade deadline, il est assez majeur parce que donc c'est le fameux échange où Russell Westbrook est envoyé depuis les Lakers vers le Utah Jazz, donc, et en retour, donc on a aussi Mike Conley qui alors je sais pas si c'est le même échange, mais qui du coup va du côté de Minnesota. Et en plus de cette perte de Mike Conley, aux Lakers vont aussi Malik Beasley et Jared Vanderbilt aussi, peut-être surtout. Ouais. Donc effectivement, quand même des pièces très importantes de la rotation qui ont été retirées tout simplement de cet échange, sachant qu'il y avait quasiment rien en retour, si je dis pas de bêtises, puisque Westbrook a été ensuite... on lui a racheté son contrat, le fameux buyout. Donc il n'a pas joué au Jazz, évidemment, vous le savez. Mais du coup, c'est vrai que ça fait... ce que tu dis aussi, c'est que il y a eu cet échange et en fait, ils ont encaissé des pertes sans rien en retour, si ce n'est de la flexibilité, si ce n'est une capacité à perdre plus pour aller chercher un bon choix draft. Mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il convient de séparer la saison en 2 si on veut peut-être l'analyser de manière pertinente. C'est un peu ça ton propos. C'est un peu l'idée aussi pour remettre les stats qu'on va citer un petit peu dans leur contexte. Je pense que c'est important pour les auditeurs qui n'ont pas forcément les stats devant les yeux, de savoir qu'il y a eu 2 phases dans la saison. Et c'est vrai que j'ai pas parlé de Vanderbilt parce que je parlais d'une stat qui était seulement offensive. Oui. Mais de manière globale, l'équipe a perdu aussi en défense avec Vanderbilt. Mais moi, c'est vraiment la perte d'attaque
qui m'a particulièrement choqué en fait. Quand je pensais pas qu'ils étaient aussi forts avant le 8 février et je pensais pas qu'ils étaient aussi nuls aussi après le 8 février. Et en fait, quand on regarde sur la saison, on a l'impression de voir une équipe moyenne, alors qu'en fait, on a eu presque une bonne équipe avant la trade deadline, et on a eu une très mauvaise équipe ensuite. Est-ce que en 2 clics, tu serais capable d'aller chercher le pourcentage à 3 points des adversaires face au Utah Jazz, puisque moi, mon site de Cleaning the Glass ne marche pas chez moi. Il y a que chez toi que ça marche. C'est un peu embêtant. Mais non, mais ce que ça soulève aussi, peut-être, c'est un peu toujours ce dilemme pour les équipes qui sont mauvaises. C'est que finalement, il y a ce dilemme entre être bon et redémarrer un nouveau projet avec un nouveau coach et essayer d'installer quelque chose de vrai, de concret et de sain, presque, si je peux le formuler ainsi, avec un nouveau coach qui arrive, une nouvelle philosophie qui est en train de se mettre en place. Du coup, on essaie d'apporter de la compétence et on essaie de gagner dès le début. Donc, il y a un peu cette première vision. Et ensuite, il y a la deuxième vision de, non, finalement, une équipe NBA ne peut marcher en tant que grosse équipe que quand elle a une star. Quel est le moyen le plus probable d'avoir une star? C'est de passer par la draft. Bref, pour caricaturer, quand t'es mauvais comme ça, autant tanker pour avoir le meilleur choix possible, surtout quand ce choix, c'est Victor Wembanyama. Et c'est vrai que du coup, on a un peu cette impression que Utah n'a pas choisi quoi faire entre les deux, ou alors a choisi, mais peut-être un peu tard, dans le sens où tu te dis aussi, oui, c'est sympa d'installer des fondations avec Will Hardy et d'avoir ce genre de compétences sur le terrain et de développer des bonnes choses, mais du coup, paradoxalement, est-ce que le fait d'engranger des victoires, c'est pas contre-productif pour l'objectif final, et quitte à finalement tout exploser la trade deadline et à se dire non, à partir de maintenant on tank, est-ce que finalement il y aurait peut-être pas eu un peu de cohérence à tanker depuis le début? Je sais pas, hein, je présente un peu ce dilemme-là, je dis pas qu'ils ont bien fait ou mal fait, mais voilà, c'est vrai que du coup, quand le choix à potentiellement à pouvoir aller chercher, ça pouvait être Wembanyama, il y avait peut-être aussi certaines motivations de se dire, ok, ils ont tout fait péter pour le tanking, mais finalement, quitte à tanker au final, est-ce qu'on n'aurait pas dû peut-être tanker au début aussi? Donc il y a cette vision, et de l'autre côté, il y a peut-être la vision plus optimiste de se dire, non, on a quand même déjà commencé avec des bases solides avec Will Hardy, ce que par exemple les Sixers du process n'avaient pas fait. Du coup, 2 réponses. La première réponse, c'est avant le 8 février, les équipes, elles tiraient à 37% à 3 points contre Utah. D'accord. Donc, c'était pas dû à une sous-chauffe, disons, des équipes face à Utah. Mais c'est pour ça aussi que j'avais parlé de l'attaque, parce qu'en attaque, ils étaient diablement efficaces, du coup, ça, ouais. de ce côté du terrain. Oui, c'est ça que je voulais te demander surtout, c'est à quel point eux shootaient bien, sur cette attaque. Et du coup, sur l'attaque du 1er octobre au 8 février, où est-ce qu'on retrouve Utah? À 37% aussi. Donc, ouais. 11e pourcentage. Donc, c'est pas... Par contre, pas tant que ça, une surchauffe, en fait. Hein. Non, mais par contre, 43% dans les corners et 46% sur les longs mi-distances. Oui. Donc, peut-être plus une surchauffe de ce côté-là. Je pense que la perte de Mike Conley a quand même bien servi à défluidifier l'attaque, parce que du coup, on a beaucoup moins de créateurs. Il y a Clarkson aussi, mais c'est vrai qu'ils ont un peu... je pense que d'avoir enlevé Conley, je pense pas que ça fasse perdre 5 points par 100 possessions à ce point-là, mais je pense que ça montre aussi que Conley a encore de bons restes. Comme on l'a vu à Minnesota d'ailleurs. Hein. Ouais, totalement. En fait, je pense que c'est pour ça que Minnesota, ils sont allés le chercher, et je pense qu'ils ont utilisé que Conley avait encore la capacité d'être dans une équipe qui gagne. Offensivement, en tout cas, défensivement, c'est plus celui de Memphis, mais offensivement, il y a encore beaucoup de bonnes choses. Et pour le tanking, moi, j'avais un peu cette impression un peu bizarre au début de saison quand ils commencent à gagner en fait, moi, je la voyais vraiment comme une des pires équipes de la ligue avant le début de la saison. Et de les voir commencer à gagner pour se battre pour le play-in, et puis au final pour tout bazarder au moment de la trade deadline, de renforcer en plus d'autres équipes à l'ouest, parce qu'en plus de s'enlever en plus de s'affaiblir, ils ont vraiment renforcé des concurrents à l'ouest avec Mike Conley, avec Vanderbilt qui est parti aux Lakers, et j'ai trouvé, je sais pas si ça... Je sais pas vraiment, j'ai pas bien compris. Je me suis dit, quitte à vouloir construire sur de bonnes bases, ils auraient pu peut-être aller chercher une place au play-in au final, quitte à avoir un choix de draft entre 16 et 10. Je sais pas si ça valait vraiment la peine une fois le début de saison plutôt réussi. Mais après, il y avait aussi un côté assez cohérent et qui rentre totalement dans le moule d'une équipe
en reconstruction, c'est d'essayer d'accumuler des assets. Et donc, quand tu joues bien sur la première partie de saison, tu revalorises certains assets qu'ensuite tu peux échanger, et donc échanger contre de bons assets. Mais peut-être la nuance qu'on est un peu obligé de dire aussi, c'est que au final, ils n'ont pas tiré tant que ça des joueurs qu'ils ont échangés. C'est peut-être ça aussi qui est un peu dommage, c'est que notamment voilà, l'échange de Jared Vanderbilt et Malik Beasley, typiquement ces deux joueurs, on s'attendait que les deux séparément pouvaient te faire avoir un pick de draft du premier tour, ou peut-être un premier et un deuxième. Le fait d'encaisser le contrat de Westbrook, ça en lui-même pouvait aussi te faire obtenir un pick de draft du premier tour en compensation. Et c'est vrai que je crois que Jérémy en avait parlé dans notre trophée de fin de saison, quand il était très véhément sur la question, mais c'est vrai que ça rentre un peu dans cette philosophie on valorise des assets et ensuite on les échange. Le problème, c'est que peut-être que Utah aurait pu en tirer un petit peu plus, malheureusement. Oui, surtout qu'ils avaient l'air de savoir bien tirer des assets des échanges avec celui de Rudy Gobert. Oui. Et ils avaient déjà joué le jeu de vraiment envoyer une star, quitte à s'affaiblir pour récupérer de gros assets sur du long terme. Et là, il y avait un peu plus cette impression de bazarder les joueurs vraiment juste pour perdre, plus que pour récupérer les assets, contrairement aux moves qu'ils ont fait à l'intersaison, avec Donovan Mitchell et avec Rudy Gobert, où là ils ont vraiment récupéré des assets. Donc j'ai trouvé que ça avait pas la même, en tout cas ça renvoyait pas la même image, les trades qu'ils ont fait à l'intersaison comparé aux trades qu'ils ont fait à la trade deadline. Ouais, effectivement. Eh bien, sauf si tu as autre chose à rajouter, tu m'interromps. Mais sinon, je peux donc dire ma première stat du jour pour le Utah Jazz. Moi, c'est 86. 86, c'est le nombre de jours entre le 28 juin 2022 et le 22 septembre 2022. Est-ce que ça te parle ou pas, Azad? C'est la fin de c'est quand ils ont été éliminés et quand ils ont trade Mitchell et Gobert à peu près. Non, c'était plus vicieux que ça par rapport à toi. C'était le 28 juin, c'était la nomination de Will Hardy, ancien assistant de Boston, et le 22 septembre, c'était la suspension de Ime Udoka. Azad est fan de Boston et peut-être qu'il aurait voulu Will Hardy à Boston plutôt que Joe Mazzulla. Mais non, blague à part, je fais un peu la blague à moitié exprès, mais non, ma première stat du jour, c'est 10, bien sûr, parce que 10e à l'offensive rating sur l'ensemble de la saison, du coup. Tu as dit, comme tu l'as précisé, ils ont été très très bons sur la première moitié de saison, mais à la fin, ils sont 10e. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit aussi, en fait, vu le niveau de talent, c'est dingue d'arriver à obtenir ce genre de résultat, quoi, parce que Mike Conley, avec sa gestion de jeu, son expérience, etc., ok, mais voilà, le niveau de talent de cet effectif n'est pas très bon, et pourtant, sur la saison en entier, ils font 10e meilleur offensive rating de toute la NBA, 10e sur 30. Honnêtement, des équipes de tanking qui sont à ce niveau-là, d'un côté ou de l'autre du terrain, c'est quand même très rare, voire même on ne le voit jamais. Et ça, je pense que c'était aussi pour souligner la très 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 belle première saison de Will Hardy, qui est en train de mettre en place son système et une philosophie offensive très intéressante. Et ce qui est aussi intéressant, c'est comment est-ce qu'ils sont arrivés à cet offensive rating, du coup, parce que la facilité ou le stéréotype, ce serait de se dire, Utah, c'est une équipe de jeunes, c'est la fougue de la jeunesse, la spontanéité, des points faciles, du rythme, beaucoup de jeux sur transition. Et en fait, ce stéréotype ne saurait être plus faux pour le cas du Utah Jazz. C'est totalement faux. Et c'est même la 8e pire équipe de NBA en termes de fréquence de contre-attaque, fréquence de transition, nombre de transitions par match. Donc 8e pire, ou si vous voulez, on le renverse. Ils sont 23e sur 30 en termes de nombre de transitions. Et au-delà de la fréquence, ils étaient même 19e sur 30 sur l'efficacité en transition. Donc, finalement, ce côté un peu stéréotypé, alors peut-être que je surinterprète les intentions de certains, mais je l'ai entendu un peu cette saison et c'est un peu faux, même si c'est une équipe de jeunes, finalement, c'est pas une équipe de jeunes qui courait partout et qui était très fougueuse finalement. Et à l'inverse, en fait, ils étaient 14e attaque sur toute la saison, sur l'attaque sur demi-terrain. Ce qui déjà en soi est pas mal, 14e sur 30, pour une équipe avec ce niveau de talent pur, pas très bon d'être dans la moyenne, c'est bien. Et au-delà de ça, ils étaient même 4e de toute la NBA sur les rebonds offensifs. Et c'est vrai qu'on est clairement dans un Utah Jazz qui a été parmi les équipes d'élite de NBA au rebond offensif, en compagnie d'équipes comme les Knicks, comme Toronto, comme Memphis. Et finalement, donc, on a ce truc où Utah, peut-être
contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement sans trop fouiller, Utah n'est pas une équipe de jeunes qui court partout en transition. Au contraire, en fait, Utah a été une vraie équipe qui pratiquait ce fameux jeu des possessions, du coup, en essayant d'aller chercher plus de munitions que l'adversaire à travers donc ces deuxième chances, ces troisième chances, ces quatrième chances supplémentaires sur le rebond offensif. Donc voilà, on a vraiment ce côté jeu des possessions qui a réussi à pratiquer Utah, au-delà de son jeu sur demi-terrain, qui d'ailleurs, le jeu sur demi-terrain, je vous ai dit, il est 14e sur 30 en termes d'efficacité, mais comme on l'a aussi souvent dit, c'est la catégorisation sur Cleaning the Glass est un peu particulière parce qu'à partir du moment où le tir est pris, on arrête la possession sur demi-terrain et les rebonds offensifs sont une catégorie à part, mais donc en vrai, Utah était même plus fort que ça sur demi-terrain, plus fort que 14e. Mais bref, voilà un peu pour ce côté jeu des possessions que je pense que tu avais aussi un peu remarqué. Ouais, j'ai remarqué, j'en parle dans une autre stat, mais c'est vrai qu'aussi ils ont pris beaucoup de 3 points. Ils ont gardé ça comparé à ce qu'ils faisaient déjà avant avec Quinn Snyder. Avant, c'était la première équipe à la fréquence à 3 points. Cette saison, c'était la 5e équipe à la fréquence à 3 points. Ouais. Donc, ils ont pas du tout eu un jeu, comme tu dis, de contre-attaque ou alors vraiment que d'aller au cercle. En fait, ils sont 24e à la fréquence au cercle et ils ont une vraie philosophie de jeu. Et ça se traduit bien, du coup, par les rebonds offensifs. Et du coup, je vais enchaîner avec une autre stat sur un petit peu qui est un petit peu dans l'idée. C'est 205. Et c'est la taille moyenne de la deuxième line-up la plus utilisée par Utah. Et en fait, c'est très grand de mettre 5 pour une line-up moyenne. Et cette line-up là, qui est la deuxième plus utilisée par Utah, elle avait un pourcentage de rebond offensif à 44,5%. C'est monstrueux. C'est quasiment c'est un tir sur deux. Ouais, c'est un tir raté sur 2 qui se transforme en rebond offensif. Donc en gros, c'est une équipe où ils ont répondu à la question qu'est-ce qui se passerait si on avait 5 Dennis Rodman sur le terrain. Donc beaucoup de tirs loupés et en plus on récupère tous les rebonds derrière, quoi. Ah oui, j'étais assez surpris. Je voulais regarder un peu les line-up qui avaient le plus joué et donc je me baladais un petit peu sur Clean the Glass et oui, c'est offensive rebound de la deuxième line-up la plus utilisée. Bon, ça reste petit vu qu'il y a eu 2 saisons. Comme on l'a dit, il y a des line-up qui ont vu le jour un petit peu qu'à la deuxième partie de saison. Et donc, elle a joué que 310 minutes. C'est très peu pour une deuxième line-up la plus utilisée. Mais du coup, elle tourne avec 44,2% d'offensive rebound. C'est peu, mais c'est pas non plus rien du tout, quoi. Il y a des fois, oui, tu peux avoir des stats complètement loufoques, mais parce que le line-up a joué genre 52 possessions ensemble, ça n'a pas vraiment de sens. Là, 300, c'est pas satisfaisant pour dire, pour faire des conclusions dans le marbre. Pour graver dans le marbre des conclusions, pardon, pour parler français. Mais c'est pas rien. Et alors, juste par curiosité, quel était ce line-up ? Du coup, il y avait Ochai Agbaji. J'espère que j'ai pas mal dit son nom. Du coup, Talen Horton-Tucker, Lauri Markkanen en 3, Kelly Olynyk en 4 et Walker Kessler, du coup, en 5. Mais du coup, tu joues avec Markkanen en 4 déjà. Et Talen Horton-Tucker et Agbaji sont aussi des assez grands joueurs au final pour leur poste. Et c'est pour ça que la stat de base que j'avais donnée, du coup, c'est 2,05. C'est du coup la taille moyenne de ce 5-là. Et 2,05 de taille moyenne pour un 5 majeur NBA, c'est plutôt grand. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Oui, non, effectivement, c'est pas mal. Et c'est intéressant que tu montres ça, parce que ça vient aussi recouper donc avec cette stat que j'avais donnée des rebonds offensifs, et en particulier donc avec un line-up. Il y a aussi cette idée que c'est pas juste une corrélation avec la présence de 1 ou 2 bons rebondeurs offensifs, en fait. Je pense qu'on est vraiment sur cette idée de la fameuse bataille des possessions, et c'est un vrai choix stratégique d'attaquer le rebond offensif, avec en plus cette double menace que dans le spacing de Utah,
Quand tu arrives à faire un bon spacing, du coup, tu arrives à attirer aussi les défenseurs un peu plus loin. Donc, quand tu lances des gens pour aller au rebond offensif, il y a moins de trafic à l'intérieur. Et c'est peut-être juste des 1 contre 1 ou des 1 contre 2. Donc, c'est plus facile d'avoir le rebond au final. Donc, ça, c'est aussi une part importante, le spacing dans le jeu des rebonds. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément que dû à la présence de un très bon rebondeur offensif, parce qu'on pourrait se dire ça, c'est une vraie stratégie à l'échelle de l'équipe, et ce sont des vraies consignes, quoi. C'est pas simplement le fait d'avoir un très bon dans l'exercice. Et d'ailleurs, on voit que Markkanen, qui a toujours été plutôt moyen, voire même mauvais en carrière sur ses chiffres de rebond offensif et de taux de rebond offensif capté, il fait son meilleur score en carrière de très loin. Et à l'inverse, donc, si tu prends Jared Vanderbilt, qui est monstrueux mais d'ailleurs le Rodman des temps modernes en termes de rebond offensif, j'exagère un peu, mais on est sur quelqu'un d'extrêmement impressionnant sur les rebonds offensifs. Quand tu regardes son on-off, le on-off par rapport au rebond, mais en fait Utah prenait même plus de rebonds offensifs quand il n'était pas sur le terrain, ce qui montre bien là cette stat que on a vraiment une consigne collective qui n'est pas seulement due à la présence de Vanderbilt, qui en effet est monstrueux, mais c'est pas juste dû à lui qui est très actif et qui est le moteur de l'équipe dans ce domaine. Non, parce que quand il est là, ça prend beaucoup de rebonds, et même quand il n'est pas là, ça en prend aussi beaucoup, voire même légèrement un peu plus. Donc voilà, on a cette notion de jeu de possession finalement très collective en fait. Ouais, totalement. Et en plus, c'est des line-up qui marchent, parce que cette line-up là, du coup, qui a 310 possessions, elle a à peu près plus 10 de net rating. Ouais. Alors qu'elle le shoot à 35% à 3 points. Donc, il n'y a pas forcément de surchauffe. J'ai pas regardé, par contre, pour les adversaires. Les adversaires tirent à 39% à 3 points. Donc, vraiment, il n'y a pas une histoire de surchauffe. C'est une line-up qui fonctionne, en tout cas, offensivement, et il y a une vraie volonté d'utiliser ces grands pour générer plus de possessions. Et en plus, c'est la possession c'est la line-up qui est la plus utilisée depuis le trade de Mike Conley. Celle la plus utilisée sur la saison, c'est une qui contient Mike Conley. Donc, en fait, c'est aussi la philosophie qui allait au-delà du trade, et que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont envie de construire en finale. Du coup, si tu m'interromps si tu as autre chose à rajouter, mais sinon, je peux passer à ma deuxième stat du jour, du coup. Pour le Utah Jazz 2023, moi, c'est 16,8, et c'est un pourcentage, 16,8%. C'est la fréquence en transition défensive du Utah Jazz, 7,8. Alors, vous allez voir pourquoi est-ce que je cite cette stat. Bon, au niveau du defensive rating, parce que on a parlé un peu de l'attaque, là, maintenant on peut un peu parler de la défense d'un point de vue global. Le defensive rating, ils étaient 24e sur 30, 24e meilleure défense sur 30 de NBA. Et ça, pour le coup, contrairement à l'attaque, ça c'est normal. Une équipe qui est jeune et qui est en reconstruction, bon, on comprend qu'elle est pas bonne en défense. Ça, pour le coup, c'est tout à fait logique pour une équipe de ce calibre et dans cette phase-là de leur cycle, de leur construction ou reconstruction, justement. Mais c'est vrai que, paradoxalement, le style de jeu défensif, grosso modo, était pas si différent que ça de ce qu'on pouvait avoir avant, notamment avec Gobert. C'est-à-dire, on a toujours un peu ce système en drop qui est favorisé. Donc, sur pick and roll, on a un intérieur dont on va parler plus tard, je pense, Walker Kessler, qui reste bas par rapport aux écrans et pour protéger le panier. Donc voilà, et on a ce fameux drop qui est un peu utilisé, favorisé en tout cas, et même au niveau du profil stat des équipes, entre 2023, cette année, et par rapport à 2022, on a deux profils stats de défense qui sont finalement assez similaires, c'est-à-dire très peu de turnovers qui vont être créés, très peu d'interceptions provoquées. Ils sont 27e encore cette année, et ils n'étaient pas très bons déjà avec Rudy Gobert. Au niveau de l'IFG, un autre des facteurs stats, l'IFG, donc pour le dire en français, l'efficacité autorisée et concédée à l'adversaire, ils sont plutôt bons, ils sont 13e cette année. Au niveau du taux de lancer franc, ils sont plus élites comme avant, mais ils restent encore plutôt bons, on va dire. Donc voilà, on n'a pas une chute vertigineuse de ce côté-là. Au niveau du profil de tir concédé également, on a des profils de tir selon les zones, je veux dire, qui est assez similaire, c'est-à-dire on est plutôt bon pour limiter les tirs au panier, un peu comme avant, où c'est vrai qu'avant on était élite, et au contraire on essaie de concéder un maximum de tirs à mi-distance. Donc voilà, ça c'était un peu on a finalement d'un point de vue stat pas mal de similarités au niveau des deux défenses, mais on n'a pas tout qui est pareil évidemment, mais c'est vrai que stylistiquement c'est pas si différent que ça par rapport à l'an dernier, mais du coup c'était aussi une très bonne illustration de la différence entre le style de jeu et le niveau de jeu. C'est ça qui est aussi intéressant
entre donc le style, le profil de défense ou la manière de faire d'un côté, et de l'autre côté, on pourrait dire l'efficacité, le niveau avec lequel on est capable et l'aptitude de faire marcher ces fameux schémas. Et c'est vrai que là-dessus, bah oui, on n'a pas non plus les mêmes résultats, et notamment à certains endroits. Au niveau, par exemple, des profils de tir, là, on concède à peu près les mêmes tirs dans les mêmes zones, mais pas au même niveau en termes d'efficacité parfois. Par contre, notamment la défense sur demi-terrain, qui était 6e l'an dernier, elle a glissé à 21e cette année, parce que oui, grosso modo, on fait les mêmes schémas, mais il n'y a pas les mêmes résultats, évidemment. Notamment sur la short, mes-distances, proche du panier, ils étaient 7e l'an dernier, ils sont 17e cette année, donc les tirs pas loin du panier non plus, et en plus, ils en concèdent beaucoup, donc le fait d'autoriser une grosse efficacité dans cette zone, ça aide pas non plus, et puis également, vous m'avez entendu parler des four factors tout à l'heure, les turnovers, l'IFG et le taux de lancer franc, j'en ai oublié un et j'ai fait exprès. C'est que la grosse différence aussi, c'est au niveau des rebonds, pour le coup, puisqu'ils sont... c'est le 4e four factors, bien sûr, et ils étaient 5e l'an dernier et ils sont 23e cette année. Donc, effectivement, grosso modo, on essaie à peu près de faire des choses similaires en termes de schéma, mais on n'a pas du tout les mêmes joueurs avec le même niveau de talent sur les mêmes positions et sur ces mêmes schémas, et donc les résultats ne sont pas les mêmes, hein. Évidemment, avec Gobert, c'était une caractéristique d'élite de ce Utah Jazz, c'est de pas du tout concéder des rebonds offensifs, et donc c'est vrai que on a ça, et pour boucler la boucle, la défense en transition, je disais 7,8% de fréquence de transition autorisée, c'est tout simplement le 30e sur 30. c'est le dernier, c'est le pire de NBA. Et donc c'est vrai que pour faire le bilan, on a aussi ce truc où Utah a les mêmes schémas, mais pas du tout la même efficacité pour appliquer ces schémas-là, d'une part. Et d'autre part, Utah n'est pas si mauvais que ça. Enfin, ils sont mauvais, mais ils sont pas catastrophiques sur demi-terrain. Mais là où le bas blesse, c'est que de ce côté-là, ils perdent la bataille des possessions avec notamment beaucoup de rebonds offensifs concédés et en plus beaucoup de transitions concédées. C'est là-dessus que la valeur fuit, finalement. Ça retombe bien sur ce que tu disais tout à l'heure avec la volonté de gagner la bataille des possessions au rebond, parce que là où ils l'ont perdu, par contre, cette bataille des possessions en attaque, c'est sur les pertes de balles. Ils sont assez mauvais sur la capacité à garder le ballon, en tout cas à pas le perdre. Et là, dans les situations sur transition, donc comme tu dis, ils ont la pire fréquence de transition, donc c'est ceux qu'on encaisse le plus. Et c'est parmi ceux aussi qu'on encaisse le plus sur les pertes de balles. Donc il y a vraiment le changement vient aussi de là, et je pense que ça joue aussi le fait d'être une équipe moins mature, de plus avoir Mike Conley et Donovan Mitchell pour porter le ballon. Quand on parle des porteurs de balles actuels du Utah Jazz et qu'on les compare à ceux de l'année dernière, faut un peu se mouiller la nuque quand tu passes de l'un à l'autre, en tout cas. Donc je pense que ça joue aussi. Et c'est une belle manière de souligner, je trouve, l'influence de l'attaque sur la défense, en parlant de justement cette fréquence de transition, en particulier sur les pertes de balles. Oui, et puis deux points que je voulais soulever. Alors, le premier que tu l'as fait, c'est le côté jeunesse de l'effectif, finalement, qui doit beaucoup influer. Parce que oui, quand tu as des jeunes joueurs, et il y en a eu beaucoup, et beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe de Utah, bah oui, forcément, les vis ne sont pas autant resserrés qu'avec des vétérans pour la défense en transition, qui est beaucoup d'efforts et d'implication, etc. Donc ça, c'est normal. Et de l'autre côté, c'est là aussi où peut-être on voit le penchant et le revers de la médaille du rebond offensif. C'est là qu'on boucle la boucle aussi, parce qu'on a dit qu'ils essayaient, comme tu viens de dire, de gagner cette bataille des possessions en attaque avec les rebonds offensifs, en attaquant les rebonds offensifs, et ça marche. Ils y arrivent plutôt pas mal. Mais du coup, c'est vrai que de l'autre côté, plus tu vas attaquer le rebond offensif, plus tu vas te découvrir, et tu vas être vulnérable au niveau des transitions et des contre-attaques, parce que voilà, quand t'as 1, 2, 3 ou 4 attaquants qui attaquent le panier et que tu n'obtiens pas le rebond, bah derrière t'es pas revenu en transition, donc il y a beaucoup plus d'espace ouvert. Quand on rajoute en plus l'effectif assez jeune, je pense qu'il y a une double raison, et c'est pour ça que je voulais insister sur ce côté pourcentage de transition qui est le dernier de NBA. Non seulement il y a le côté jeunesse, mais il y a aussi le côté schéma et choix stratégique. Je pense que ce qu'on peut espérer, c'est qu'avec un effectif plus mature à terme, on va dire quand Utah sera une vraie bonne équipe qui se sera développée, etc., peut-être qu'on arrivera un peu mieux à combler ce côté on attaque le rebond offensif avec de la compétence, avec des joueurs plus impliqués, plus expérimentés. Voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'avec un effectif qui a des limitations, très simplement en termes de talent pur,
bah, pour l'instant, quant à cet effectif-là, très largement imparfait, bah oui, ce choix stratégique et philosophique de dire on mise tout sur le rebond offensif, bah du coup, tu le payes derrière, quoi. Ouais, bah, totalement. Bah, du coup, c'est une belle aussi illustration de ce que doit apprendre une équipe. Et je pense que c'est aussi le but de cette première saison un peu test pour Will Hardy. Du coup, toi, tu nous en as déjà donné 2, si je ne dis pas de bêtises. Quelle est donc ta 3e stat du jour à nous présenter pour le Jazz 2023? Et bah, du coup, vu qu'il a été nommé précédemment, on va parler du rookie de l'année, Walker Kessler. Ah, eh bien, je vois qu'on a la même stat. Du coup, j'ai moins 8,4. Ok, alors attends, moi je donne ma stat aussi. Moi, c'est un Rookie of the Year volé, point d'interrogation. et je te relance vers la tienne. Donc tu me disais moins 8,4 ? Moins 8,4. Ouais, est-ce que tu sais ce que c'est ? Je crois que je l'ai quelque part. Donc c'est un peu de la triche. Je crois que c'est le différentiel au panier, non ? Exactement, c'est la différentiel que crée Walker Kessler comparé à quand il n'est pas sur le terrain pour la réussite au cercle des équipes adversaires. J'ai mal exprimé, mais je pense qu'on a l'idée. Et en gros, ça veut dire que il est deuxième en fait dans cette catégorie. Donc il y a que Jaren Jackson, donc le défenseur de l'année, qui impacte plus la réussite au cercle des adversaires que Walker Kessler. Donc c'est quand même un très bon signe, je trouve, par rapport à ce qu'il va être capable d'apporter. Mais c'est aussi un signe que la défense du Jazz a un petit peu reproduit les schémas qu'ils utilisaient d'antan avec Rudy Gobert, parce que c'est souvent quand même des défenseurs en drop, en tout cas je pense, qui créent un petit peu cette descente de réussite au cercle. Et du coup, un petit peu, donc moi j'étais un peu curieux, je me suis dit mais est-ce que en fait Kessler c'est juste Rudy Gobert, et en fait ils ont échangé Rudy Gobert contre Rudy Gobert plus des choix de draft. Et du coup, je suis allé un petit peu voir la différence de rating, de defensive rating avec et sans Kessler comparé au defensive rating avec et sans Rudy Gobert. Et en fait, il y a une différence de moins 4 sans Kessler. Donc la défense, le defensive rating augmente de 4 de manière négative quand Kessler est pas sur le terrain, alors que quand c'était sans Gobert, le Jazz encaissait 7 points de plus. Donc rien que sur ça, il y a déjà une sacrée différence avec l'impact que pouvait avoir Gobert comparé à Kessler. Alors attends, juste je reformule parce que on dit des trucs aussi, pour nous. C'est pas très clair. Non, mais pour nous ça nous paraît évident, mais comme on parle de négatifs, mais qui sont une bonne chose d'être une négatif, la défense était meilleure avec Gobert, ou en tout cas la présence de Gobert était plus impactante à hauteur en valeur absolue de 7, alors que la présence ou non de Kessler en valeur absolue c'était seulement 4. Voilà, c'est pour le reformuler, pardon, parce qu'on parle de négatif, mais où c'est positif d'avoir un négatif. Bref, voilà. Non, mais tu fais bien de reformuler, parce qu'en plus avec le nom des stats en anglais et en essayant de les traduire, parfois on se mélange un peu les pinceaux. Mais ouais, je voulais un peu mettre le type de défense, en fait le style de défense qui avait pas évolué, pas complètement en tout cas évolué, la philosophie, avec toujours cette volonté de faire du drop, mais du coup avec un autre joueur qui est quand même plutôt impactant. Pour un rookie en plus, moi en regardant les métriques, j'étais quand même assez surpris de l'impact qu'il avait réussi à avoir dans une équipe en plus qui tank. Oui, c'est-à-dire que tu veux dire qu'on lui demande pas forcément dans ce duel de battre Rudy Gobert, mais en fait, ne serait-ce que tenir un début de comparaison ou pouvoir être mis dans la même phrase avec un des meilleurs défenseurs all-time, c'est déjà gagné en fait. Ouais, clairement. Et puis ce qui est beau, c'est que, ce que je trouve ça cool que ce soit contre le joueur contre lequel il a été échangé. Et en fait, c'était quand même un haut choix de draft quand ils sont allés le chercher. Et je pense que Danny Ainge, il savait aussi ce qu'il faisait. Et il a su reconnaître l'impact positif que Gobert avait sur la défense du Jazz. Et il s'est dit que peut-être en gardant la philosophie, mais tout en récupérant des assets, il y avait peut-être ce potentiel-là à avoir du côté de Kessler, à voir comment ça va se traduire. Mais en tout cas, même si c'est
pas exactement le même type de joueur. Il y a quand même une idée de reproduire le schéma. Ouais, il a été drafté milieu de premier tour, si je ne dis pas de bêtises. Drafté à la base par donc Minnesota. Je n'ai pas pu voir Auburn l'an dernier. Je crois que c'est ça, Auburn, hein, il était à Auburn. J'avais pu regarder Paolo Banchero, j'avais pu regarder Chet Holmgren, j'avais pas pu regarder Jabari Smith. Je sais Jabari Smith était beaucoup vendu comme, comme un protecteur de panier. Est-ce que les observateurs de draft n'avaient pas sous-estimé l'impact et la présence de Walker Kessler à ses côtés? On peut se poser la question peut-être. Ah, c'est possible. J'avais pas là concrètement, si on parle de avant NBA, je vais avoir beaucoup moins de choses intéressantes à raconter. Non, mais je te demandais pas forcément d'y répondre effectivement. Drafté, le temps que je retrouve 22e, donc pas non plus si haut que ça. Oui, alors juste vu que toi t'as parlé des on-off par rapport à l'efficacité au panier, moins 8,4. Peut-être la nuance que certains auditeurs peuvent avoir en tête, c'est de se dire bah oui, mais le différentiel il dépend aussi de la qualité de ton backup. Et effectivement, c'est vrai. C'est-à-dire que si ton backup est très bon, bah tu vas pas avoir un bon on-off, alors que si ton backup est très mauvais, bah ton on-off il va être génial. Deux types, quand Daryl Morey avait fait exprès d'aller chercher Hassan Whiteside pour être le backup de Embiid, pour que Embiid ait des on-off magnifiques, mais c'est une autre histoire pour la course MVP l'an dernier. Non, blague à part, ce qui est intéressant du coup, c'est de recouper non pas avec le on-off qui est un différentiel, mais avec le on-court. Et donc qu'est-ce que c'est? C'est pas un différentiel avec ou sans, c'est quand tu es là, quel est ton niveau de performance, quel est le niveau de l'équipe en termes de performance. Donc c'est pas une différence, c'est quel est le niveau brut, on va dire. Et au panier, donc c'était 60,9, donc 61% d'efficacité autorisée au panier quand Kessler était sur le terrain, le on-court au panier. Et c'était encore le 96e centile. Donc pour répondre peut-être à certaines interrogations, non, c'était pas que la qualité de son backup, puisque même seulement le niveau de performance de Kessler en lui-même, comparé à tous les autres intérieurs de NBA, était encore dans le 96e centile, donc mieux que 96% des joueurs à son poste, donc encore élite. Voilà la petite nuance par rapport au backup, qui n'est donc pas le cas. Mais oui, c'est vrai que du coup, alors je sais pas si j'enchaîne ou si je te pose encore quelques questions. Quel est du coup toi, quel plafond tu peux du coup envisager avec Kessler? Est-ce qu'on est dans le cas de c'est quelqu'un qui sans doute peut-être à la draft a été un peu sous-estimé dans à quel point son jeu pouvait se transposer, et donc il est très bon actuellement, mais finalement peut-être pas avec un potentiel de dingue derrière, peut-être pas avec les aptitudes de faire aussi bien qu'un Rudy Gobert par exemple à terme. Ou est-ce qu'on est qu'on a un potentiel limité, ou est-ce que au contraire il y a peut-être une marge de progression encore très bonne en plus du niveau actuellement qui est déjà bon? Je pense que c'est assez limité en termes de. Je le vois pas potentiellement comme un All-Star, ou alors ce sera le type d'All-Star que Gobert a été, c'est-à-dire que quand on prend en compte vraiment son impact défensif. Le problème des All-Stars, c'est que ils regardent pas trop la défense quand ils les choisissent. Mais je pense que défensivement, il correspond à une typologie de défenseurs en NBA actuellement qui fonctionne et qui te permettent d'avoir une sorte de plafond de bonne défense. Bon, ça n'a pas été le cas cette année, mais pour d'autres raisons qu'on a évoquées. Mais dans une équipe fonctionnelle qui cherche à gagner, je pense que ça peut être un super game changer. Par contre, le problème, c'est plus peut-être offensivement. Ouais. Mais en fait, c'est surtout ça aussi, hein, parce que je pense que la marge de progression, il n'a peut-être pas énormément en défense, mais en même temps, c'est pas grave parce qu'il est déjà, élite quasiment. Donc en fait, mais oui, mécaniquement, il n'y a pas beaucoup de marge de progression. Mais peut-être que la marge de progression globale sur le joueur, peut-être que ça va s'opérer au niveau de l'attaque. Et donc toi, tu as l'air de dire que peut-être il y a une certaine limite en attaque et il faut pas s'attendre à ce qu'il développe un jeu au poste bas, des trucs de go-to-guy ou quoi que ce soit, non? En fait, je sais pas, c'est difficile à scouter de manière assez précise. Il faudrait que me repasser peut-être un peu plus de temps dessus et voir aussi quel est l'objectif pour le joueur. Mais en tout cas, ce que Utah va vouloir faire, c'est de pas se retrouver dans la même situation que Gobert quand ils sont arrivés en playoff. Et pour moi, le plus gros problème qu'ils avaient avec Gobert quand ils étaient en playoff, c'était pas le fait qu'ils puissent pas défendre des meneurs. Pour moi, le vrai problème de Gobert, en tout cas tactiquement, c'était qu'il pouvait pas punir quand les équipes adverses jouaient petit en attaque. Et en fait, pour moi, c'est là où est-ce que son impact sera plus positif en attaque? Ça va être, est-ce qu'il va être capable d'attaquer au poste, de développer ce jeu au poste, de développer ce jeu en attaque balle en main,
pour punir en fait les mismatchs qui vont être engendrés quand les équipes qui vont affronter le Utah Jazz vont vouloir jouer petit pour reproduire les schémas qui avaient été faits face à Gobert. Je sais pas si c'est clair ou si tu vois où je veux en venir. Si, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Mais effectivement, peut-être faudrait gratter ou en tout cas attendre, voir de ce côté-là du terrain d'attaque. En tout cas, je pense que s'il a été drafté un peu bas aussi, c'était parce qu'il y avait un certain plafond offensif, sans doute. Parce que s'il y avait un toucher de balle magnifique, s'il y avait un passing de très haut niveau, il aurait pas été 22. Je pense qu'il aurait été top 10 ou même top 5. Donc à suivre pour l'attaque. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on a déjà un très bon défenseur. Et donc moi, comme je te disais, ma stat, c'était 1. Est-ce qu'on n'a pas un Rookie of the Year volé? Point d'interrogation. Et j'insiste sur le point d'interrogation, quoique. Walker Kessler a-t-il été volé pour le Rookie of the Year? Je pense en tout cas qu'on peut en faire l'argumentaire. Assez clairement. Et je me demande à quel point, enfin, je suis à peu près sûr qu'il y a toujours les fameux billets de jeunisme, sans doute, qui ont intervenu. Et je pense que si on présente un peu les deux joueurs de manière totalement neutre, un peu d'ailleurs comme j'aime bien le faire dans les duels de joueurs mystères, mais pour moi, si on présente un peu les deux joueurs de manière neutre, qu'il ne s'appelle pas Paolo Banchero et Kessler, et que si on ne sait pas que l'un a été premier choix de la draft, si on n'est pas d'ailleurs sur qui est le rookie de l'année avec tous les biais ou les connotations de jeunesse aussi associées au rookie de l'année, mais si on est juste sur un débat ou un duel de qui a eu le plus d'impact sportif entre les deux, ou alors d'ailleurs également si on compare pas des deux jeunes, de très jeunes, mais si on compare les mêmes joueurs exactement, mais ils ont, je sais pas moi, 27 et 28 ans, pour moi si on compare l'impact en lui-même et qu'on décorrèle ça des facteurs d'âge, de jeunisme, de potentiel, etc., pour moi ça me paraît être assez évident que Kessler a été un meilleur joueur que Paolo Banchero cette année. Alors d'ailleurs c'est marrant parce qu'on l'a fait avec toi, Orlando. Oui, c'est vrai. Les stats de la saison sur Orlando, et on avait souligné à quel point l'inefficacité de Banchero avait été assez historique. Donc ça rentre aussi dans le compte, hein. C'est pas juste que Kessler a été magnifique et que Banchero a été bon. Pour moi, c'est qu'il y a aussi ce côté inefficacité de Banchero. Mais voilà, j'avais aussi accumulé pas mal de stats pour essayer d'appuyer ça. Bon, t'as cité les stats au panier, le on-off au panier qui est d'élite. En plus, on l'a confirmé, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le on-court qui est aussi d'élite. Donc rien à voir avec le fait d'avoir un bon backup ou pas. Autre stat aussi qui a pas mal tourné cette année, je crois qu'on l'a déjà évoqué, mais les tirs défendus autour du panier, à moins de 6 pieds du panier, on est à moins 13,1% de perte d'efficacité infligée aux adversaires au panier. Moins 13% par rapport à leurs chiffres normaux aux adversaires, aux attaquants face à Kessler, quand Kessler est dans la zone du panier à moins de 6 pieds. C'est tout simplement deuxième de NBA. Moins 13,1, sachant que le premier de NBA, c'est Brook Lopez, moins 13,2. Voilà, on est sur du micro-détail. En gros, il est quasiment le meilleur de NBA sur cette perte d'efficacité, et il est aussi devant donc le défenseur de l'année, Jaren Jackson Jr., moins 12,8. Donc voilà, au niveau d'ailleurs de la défense sur demi-terrain, il est en termes de on-court, donc pas le différentiel, mais à quel point le Jazz performait en tant qu'équipe par rapport aux autres quand il était sur le terrain, le on-court, 78e centile. Donc voilà, la défense avec Kessler sur le terrain performait à une vitesse de croisière de 78e centile, mieux que 78% des équipes et des line-up et des configurations, etc. Au niveau des WOWI aussi, le with or without you, qui est une sorte de on-off en fait, hein, très clairement. Le defensive rating, sans lui, est à 119 et il passe à 114 quand il est sur le terrain, avec même en plus plutôt une bonne réussite adverse, donc peut-être même que le 114 est un peu à nuancer. Autre stat qui est intéressante, le RAPM, qu'est-ce que c'est? C'est le Real Adjusted Plus Minus, qui est donc un peu une mesure de plus-minus, de présence ou non sur le terrain et d'impact, on va dire, global. Il est 11e meilleur RAPM défensif sur les joueurs qui ont un grand temps de jeu. Donc voilà, au niveau du RAPM, vous le savez, ces stats, parfois, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, donc c'est bien de recouper avec plein d'autres stats. On recoupe avec celle du modèle de Basketball Index, par exemple, le LeBron, et donc le LeBron défensif, 5e de NBA. 5e seulement derrière Jaren Jackson, Brook Lopez, Nick Claxton et Evan Mobley. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et voilà, en fait, je dis ça aussi pourquoi est-ce que j'insiste sur autant de stats défensives? Parce que pour moi, ça me paraît assez évident, mais vraiment, que Kessler ait eu plus d'impact en 2023. Et justement, on ne parle que de 2023. Alors après, on peut peut-être interpréter de comment est-ce qu'on doit décerner le trophée de rookie de l'année, mais entre l'inefficacité énorme de Banchero et
je vous renvoie à l'épisode qu'on a fait sur Orlando. Grosse inefficacité de Paolo Banchero sur son scoring, entre l'excellente protection de panier de Walker Kessler, entre en plus son efficacité offensive, on n'en a pas trop parlé, mais répertoire très sobre, mais sur les tirs qu'il a, il les prend, il y a très peu de déchets. La défense de Banchero qui était pas très bonne non plus, donc ça c'est un point en moins pour Banchero, et surtout donc la pondération de la protection du panier, qui, je sais que peut-être qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais la protection du panier est sans doute un des aspects les plus importants de NBA. Peut-être le seul rôle qui pourrait être équivalent en termes d'impact, ce serait la création offensive, donc justement ce que fait Paolo Banchero, mais comme il le fait à un niveau d'efficacité qui est pas bon, et comme il n'a pas non plus été beaucoup utilisé en tant que passeur, la création offensive de Banchero pour moi était moins grande. Donc c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas trop de doute que Walker Kessler a eu plus d'impact et a été en 2023 un meilleur joueur que Paolo Banchero, et de manière assez naturelle en fait. Et c'est aussi parce qu'on juge, et là je ne parle que de 2023, on ne parle pas de potentiel. Évidemment que le plafond de Banchero à terme pourrait être largement plus grand, même celui d'un go-to-guy par rapport à Kessler, mais c'est vrai que vraiment sur 2023, et si on admet que le rookie de l'année, c'est le rookie qui a été le meilleur, tout simplement, celui qui a été le meilleur, celui qui a eu le plus d'impact, pour moi c'est Walker Kessler, et on retombe un peu toujours sur les mêmes biais de jeunisme, mais aussi le biais, tu sais, le biais des points par match, évidemment. J'en étais sûr. J'étais en train de me dire, oui, mais est-ce qu'il a marqué 20 points par match, Walker Kessler? Non. Et voilà. Voilà. Non, mais effectivement, il y a un peu ce truc-là de, oui, les points par match auprès du grand public, ça a toujours plus d'impact. Mais je dis ça aussi parce que non seulement Paolo Banchero a gagné, mais en plus, les gens étaient choqués et outrés qu'il n'y ait pas eu unanimité. C'est ça que moi j'ai pas trop compris, parce que bon, à la limite on fait un débat, moi je suis plutôt Walker Kessler, d'autres sont plutôt Banchero, ok, c'est pas grave, on a des pondérations différentes, on a des visions différentes. Moi de base je l'aurais donné à Kessler, bon déjà il l'a pas eu, mais en plus tout le monde était choqué qu'il n'y ait pas unanimité et qu'il y ait un petit Gugus qui ait osé voter pour Walker Kessler plutôt que Banchero. C'était un peu marrant quoi. Clairement, les 20 points par match, j'avoue, je suis sûr que ça a un énorme impact, le fait d'avoir arbitrairement qu'il ait marqué plus de 20 points par match. Je suis sûr que ça joue. Et l'autre truc peut-être qu'aurait pu jouer pour Walker Kessler, c'était s'ils avaient décroché une place au play-in. Je pense que ça aussi, ça aurait eu un impact. Alors qu'on juge malheureusement, c'est une mauvaise encore manière de donner les trophées, et j'en ai bien conscience, mais je pense que le fait qu'il ait pas marqué 20 points par match ou le fait que son équipe ait pas forcément été plus gagnante entre guillemets grâce à lui, parce qu'en fait ils sont pas allés au play-in, a vachement joué. Ouais. Mais en fait, si on arrêtait la saison au 8 février, on était en train de parler d'une équipe NBA qui avait un bilan équilibré et qui gagnait des matchs, et pas à cause d'une surchauffe, et en plus il arrive à se fondre dans une bonne attaque de saison régulière. Enfin, c'est un des joueurs les plus efficaces de la ligue offensivement. Alors il sait pas faire grand chose, mais en tout cas il le fait bien, et du coup il impacte pas négativement l'attaque de son équipe, et il fait de cette défense d'une équipe qui était censée tanker une défense correcte. Donc c'est vrai que voilà, mais c'est des choses qui sont plus difficiles entre guillemets à regarder, enfin en tout cas qui demandent de prendre un peu plus de temps, et je pense que c'est deux des raisons qui fait qu'il a reçu qu'une seule voix. Oui, tu veux dire, même si on ne parle pas d'impact sur le terrain, comme nous on essaie un peu de le faire, même au niveau des critères traditionnels, celui de faire les playoffs aurait pu aider le cas de Kessler, quoi, finalement. Même en sortant de ce truc de quel est l'impact et quelle est la valeur sur le terrain. Oui, si Utah avait fait les playoffs, peut-être il y aurait eu un peu plus de diversité d'opinion. Mais je sais pas, même ça, je sais pas. Mais après, c'est vrai que, tu vois, je peux comprendre aussi, parce que, encore une fois, sans doute le seul rôle, pour moi, la seule fonction sur le terrain, et donc le seul rôle qui peut avoir autant d'impact, si ce n'est plus que la protection du panier, c'est la création offensive. Donc, c'est là aussi où je peux comprendre que si tu creuses pas trop, tu vois Banchero qui a la balle, qui crée des choses, et créer offensivement, c'est très dur, et ça a beaucoup de valeur. Encore une fois, peut-être parfois plus ou autant que la protection du panier. Donc je peux comprendre, mais comme j'ai dit aussi, Banchero a été un peu sous-utilisé sur son passing, je trouve. Je reste toujours un peu sur ma faim. Et Banchero a été très très inefficace là-dessus. Donc ce qui fait que quand tu as la balle et que tu n'as pas un rendement d'efficacité qui est bon, il y a un coup d'opportunité en fait. Il y a de la valeur qui fuit très 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 basiquement. Donc c'est là-dessus où j'insiste aussi, parce que
Je peux comprendre que dans un schéma un peu classique, on puisse venir opposer la création offensive de Banchero à la simple protection du panier de Kessler en disant, non, mais ok, la protection du panier, c'est bien, mais en même temps, création offensive, c'est bien aussi. Donc, je peux comprendre. Mais c'est juste qu'ensuite, quand on creuse un peu plus là-dedans et qu'on pondère un peu tel élément, bah oui, ça s'effrite un peu plus pour moi la candidature de Banchero, même si je peux comprendre. Je suis pas surpris qu'il l'ait eu. Je ne suis pas surpris. Je suis pas non plus surpris qu'il y ait eu un tollé sur la non-unanimité. Mais bon, c'est comme ça. Mais du coup, tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens ne sont pas non plus obligés de nous croire quand on dit, ou quand je dis, la protection du panier est très importante. Sans doute, on ne considère pas assez à quel point elle est importante et on s'en rend pas compte à quel point c'est un pourcentage important d'un joueur ou sur le terrain, etc. Ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi de recouper avec des modèles qui donnent une valeur, justement, d'un joueur en un chiffre. C'est pas parfait, c'est même pas du tout, pas du tout un objectif à, comment dire, c'est pas un chiffre à regarder à la virgule près, mais ce qui est intéressant, du coup, c'est de recouper plein de sources, encore une fois, et plein de modèles différents. Et là-dessus, c'est vrai que, du coup, dans le modèle de Basketball Index, Kessler a produit la 26e meilleure saison, 26e, Banchero, la 163e. Donc, Kessler 26, Banchero 163. Encore une fois, il ne faut pas raisonner à la place près sur ces genres de modèles, c'est plutôt en termes de zone. Là, on voit quand même un gap assez énorme, 163e pour Banchero, alors que 26e meilleure production, enfin meilleure valeur cette saison 2023 pour Kessler. Au niveau du VORP, non plus Basketball Index, mais au niveau du VORP, Value over Replacement Player, qui est un modèle différent, 55e meilleur score pour Kessler, 193e pour Banchero, donc là encore un gap assez significatif. Au niveau des win shares aussi, les win shares par 48 minutes, notamment pour recouper par rapport au temps de jeu, Kessler est 13e au temps de jeu passé sur le terrain, 13e meilleure, plus grosse valeur, on va dire, contre Banchero qui est 172e. Voilà. Et si on les prend pas par 48 minutes, parce qu'effectivement, ils ont eu des temps de jeu différents, Kessler est à 23 minutes, Banchero a un plus gros temps de jeu, donc ça doit peser aussi la production brute et non pas par minute. Au niveau des win shares, 37e pour Kessler, en valeur accumulée, on peut dire, 37e win share, Banchero 200e. Donc voilà, attention, encore une fois, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre ces stats, c'est juste pour essayer de donner un ordre d'idée, pour suggérer des choses. Et là, mine de rien, 4 modèles différents qui se recoupent pour dire un peu que, peut-être aussi qu'on sous-estime sans doute la protection du panier, et peut-être aussi que on sous-estime peut-être l'inefficacité de Banchero. Mais en tout cas, au niveau de ces modèles-là, ça recoupe un peu avec notre impression visuelle, on peut dire, Azad. Oui, c'est sûr. Et ce qui est important aussi, peut-être, c'est pour pousser les gens à le regarder, même sur un terrain, quand ils regardent les matchs, de regarder la différence d'une équipe qui a un bon protecteur d'arceau ou qui n'en a pas. Parce que par exemple, je comprends que les stats et aller regarder des VORP et creuser Basketball Index, ça soit pas toujours suffisant ou intéressant. Mais même, je trouve que visuellement, on peut voir à l'œil nu, entre guillemets, l'impact qu'a un protecteur d'arceau. Et c'est juste que c'est parfois un côté du terrain que les gens regardent moins aussi. Tu vois, par exemple, si on me demande des actions de Walker Kessler que j'ai en tête sur la saison, il n'y a pas forcément un truc qui me saute à l'esprit comme ça qui serait différent de ce qu'il a fait habituellement, alors que Banchero a eu rien que sur premier match un dunk qu'on a vu passer genre sur toute la saison. Et je pense que ça, en vrai, c'est dans la narrative des trophées qui sont donnés, c'est hyper important. Et c'est pour ça que faut aussi inviter les gens, au-delà de regarder les stats, de même mettre l'œil sur des choses qui sont moins spectaculaires, mais on peut voir l'impact même sur le terrain. Et un protecteur d'arceau, même si c'est pas spectaculaire, tu peux quand même voir à l'œil nu l'impact que ça a sur un terrain. Et c'est intéressant à regarder pour voir ce que ça pousse les adversaires à faire. Qu'est-ce qu'un bon protecteur d'arceau va générer? En fait, ça va forcer à attaquer d'une manière différente, à utiliser d'autres tactiques. Et du coup, au-delà même des stats, il y a une vraie importance sur le terrain qu'on peut voir en regardant seulement les matchs. Oui, tout à fait. Mais il y a cet aspect-là, et il y a aussi un aspect où on n'a pas le cerveau pour accumuler autant de possessions et pour s'en souvenir. Et donc, il y a des... Alors là, je parle pas des stats all-in-one, de ces modèles globaux, mais par exemple, les stats un peu les mesures d'efficacité au panier ou ce genre de choses, on n'a pas le cerveau pour stocker toutes ces informations. Ça nous permet aussi justement d'aller au-delà des
des faiblesses de notre cerveau. ça nous donne cette information qu'on n'est pas capable d'avoir par nous-mêmes. Et autre précision aussi, quand je dis il faut pas les prendre au pied de la lettre, quand par exemple dans le modèle, en tel ou tel modèle, Banchero est 193e ou 172e, ça ne veut pas dire qu'il est le 193e meilleur joueur d'NBA. C'est évidemment pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut interpréter les stats, mais c'est juste que sa saison, c'est des modèles qui prennent un peu des stats, soit de tracking, soit de box score, soit de plein d'aspects différents, mais c'est juste que sa saison a produit un résultat qui finalement, en termes d'impact sur le terrain, n'a pas été si bonne que ça. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir, et clairement, je pense que si tu le fais shooter un tout petit peu mieux, s'il est un peu plus efficace, s'il n'est pas catastrophique comme il a été en 2023, mais s'il est juste un peu en dessous de la moyenne ou au niveau de la moyenne dans ces zones-là, d'un coup, on va voir que son score, à mon avis, va grimper de manière incroyable dans ces modèles-là. Et donc voilà, je pense qu'aussi, il faut se rendre compte de ce genre de facteurs qui peuvent rentrer dans les équations de tel ou tel modèle stat. Donc toujours à prendre avec des pincettes, mais voilà, on a aussi ce truc pour l'instant, en fait, Paolo Banchero, dans ce rôle-là, qui peut apporter beaucoup de valeur, qu'est la création, il faut aussi se rappeler que c'est un rôle qui est très dur. Et c'est ce qu'on disait dans le podcast avec toi d'ailleurs, sur Orlando. On en parlait. La création offensive, c'est dur. Et c'est pas pour rien que tous les porteurs de balles, tous les créateurs jeunes en NBA galèrent beaucoup. On a vu toutes les inefficacités historiques des jeunes, c'était que des porteurs de balles. Donc en fait, c'est totalement logique aussi, dans un même temps, que Banchero ait du mal au début. Et qu'il ait cette inefficacité, c'est tout à fait normal, dans le sens, c'est la norme un peu de ce rôle-là, et c'est un peu normal aussi que, du coup, quelqu'un qui est déjà très performant en termes de protection du panier apporte plus de valeur. Mais voilà, c'est pas pour dire il est le 172e meilleur joueur de NBA, c'est pas pour dire il va rester à ce niveau-là, non, c'est juste pour dire que Banchero, avec sa mauvaise saison d'efficacité notamment, et de défense aussi, bah oui, du coup, ça a produit une saison, ça a produit un niveau de performance qui, en termes d'impact, n'a pas été si impressionnant que ça, mais tout le charme de Banchero, c'est que justement les fondations sont très belles et qu'on va pouvoir construire dessus, mais voilà, pour le coup, ce duel Walker-Kessler-Banchero, j'insiste un peu exprès dessus, tu as remarqué, mais j'exagère exprès parce que je trouve qu'on n'a pas eu de débat du tout sur la place publique, un peu nulle part d'ailleurs, sur Banchero et sur Kessler et sur le rookie de l'année. Donc je profite un peu pour prendre le temps de le faire ici parce que sans doute que même si on n'est pas catégorique, il y a sans doute beaucoup plus de débats que ce qu'on a pu lire ou entendre, je pense. Bah, je suis totalement d'accord. Je pense qu'on en a passé un bon temps dessus et qu'on a pu au moins un peu éclaircir comment on se ressentait par rapport à ça. Je pense que c'est intéressant parce que, comme tu dis, il y a pas eu de débat et il y a pas eu trop de conversation là-dessus. Donc au moins c'est bien, ça met un peu ça remet un peu de l'eau dans le moulin, et si ça peut créer un petit peu des conversations et créer aussi des réactions sur pourquoi des gens n'auraient pas forcément ma vie, je pense que c'est intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Une différence de perception. Donc toi tu dis le protecteur d'arceau, pour toi c'est le rôle le plus important au basket avec le rôle de créateur, et c'est bien de avoir ces débats-là. Du coup, je suis perdu. C'est ta 4e stat du jour à nous donner, c'est ça ? Oui, c'est la 4e. Alors, du coup, tu parlais de Banchero que t'avais pas trouvé assez utilisé au passing. Et là, on va parler d'un joueur qui ne fait pas beaucoup de passes non plus. Donc la stat, c'est 0.555. 0.555. Alors, je pense que je vois de qui tu veux parler. C'est le nombre de passes par touche de balle de Lauri Markkanen. Et du coup, c'était un peu le sujet de l'article. Donc, je fais un instant de mini promo, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, et surtout d'en parler avec toi, qui a un peu plus peut-être d'expérience sur le sujet des stats et de ce que ça peut refléter. Mais en fait, c'est un des joueurs qui fait le moins de passes par touche de balle, et en plus son ratio usage passe décisive, du coup le assist usage, le ratio assist usage, je vais y arriver, c'est 0.37, et c'est le 7e centile. Donc en gros c'est
tout en bas. Tout en bas, tout en bas, tout en bas. Alors, le assist usage, je reprécise, c'est en gros le nombre de passes que tu fais par rapport au nombre de ballons que tu as entre les mains. Et donc, il est très mauvais, quoi. Exactement. Bah, ça correspond à ce chiffre-là de passes par touche de balle qui est un des plus bas. Donc, il est avec les Gary Trent Jr. et Kelly Oubre de ce monde. Vraiment, c'est tout en bas. Et feu Shabazz Mohamed. Exactement. Et là où il rejoint Shabazz Mohamed, c'est qu'il est très efficace au nombre de points par touche. Il est à presque 0,5 de points par touche, ce qui est genre mieux que Klay Thompson, il a jamais fait ça par exemple. Ou Michael Porter Jr., il est en dessous de ça cette année. Mais donc, personne n'a jamais fait ça, Azad. Il n'y a qu'un homme. À part. Il n'y a qu'un homme qui a dépassé la barre des 0,50 points par touche de balle. Mais en fait, non, ils sont deux, je crois. Je crois qu'il y a Terrence Ross qui l'a fait aussi il y a pas longtemps. Mais oui, c'est Shabazz Mohamed. Mais oui, non, mais donc c'est meilleur de NBA actuellement, c'est ça? Ouais, clairement, c'est le meilleur de la NBA et de loin. C'est-à-dire qu'il y a un écart clairement entre ceux qui arrivent derrière. Et d'un autre côté, quand on renverse un petit peu le graphe et qu'au lieu de regarder les points par touche, on regarde les passes par touche, il est à l'opposé. Et en fait, moi, la question que je me pose, parce que du coup, j'ai un peu regardé les matchs pour pouvoir écrire l'article, c'est vrai qu'il y a pas mal de fois où il loupe la passe et en fait, il dégaine très vite. C'est vraiment impressionnant la vitesse à laquelle Markkanen, quand il reçoit la balle en périphérie, il tire. En fait, je t'avais pas remarqué là en regardant de manière un peu plus assidue, vu qu'il est très grand et qu'il est moins gêné en fait peut-être par la protection, en tout cas la défense adverse. Il prend des catch and shoot vraiment très rapides. Il en prend 7 par match. C'est le deuxième plus gros total de catch and shoot par match derrière Klay Thompson. Donc c'est vraiment une machine à tirer. Ah ouais. Et en fait, je me demande à quel point ça va poser problème dans son développement. Est-ce qu'en fait, c'est juste un grand Klay Thompson? Ou en fait, j'avais une impression tellement différente quand je l'ai vu jouer avec la Finlande à l'Euro que l'impression statistique que j'en ai eue quand j'ai regardé les chiffres, que je me demande en fait, est-ce qu'il en est capable? Est-ce que c'est des signes indicateurs que s'il perd l'efficacité au shoot, en fait ça va devenir un petit peu un trou noir. Et je sais pas trop un petit peu si toi c'est quelque chose que tu avais remarqué et si c'est quelque chose que tu penses qui est important à souligner ou qui peut être inquiétant. Tu veux que je te dise comment je le sais, ça? Comment est-ce que je l'ai remarqué? C'est que j'avais fait à l'époque draft 2017, j'avais fait des vidéos scouting. Et au tout début, je faisais une grosse vidéo avec tous les aspects. Et ensuite, je me suis dit, bon, je vais compartimenter. Je vais faire une petite vidéo pour le jump shot, une petite vidéo pour le passing, une petite vidéo pour la défense, etc. C'était impossible de faire une vidéo sur le passing de Markkanen. Bon, j'ai fini par le faire. Hein. Ça a duré à peine 2 minutes, avec sachant qu'au début et à la fin, il y avait des tableaux explicatifs, des trucs. Mais en gros, j'avais galéré. Chacun avait un truc de jump shot, de passing, de défense de 10 minutes ou plus. Markkanen, j'avais une petite vidéo de 2 minutes. Il n'y avait pas de passe. Il n'y avait rien à montrer. Il y avait à la fac, il n'y avait rien. Donc oui, effectivement, c'est un peu ce profil-là et c'est un peu marrant la manière dont tu l'as dit, parce que j'avais l'impression de... tu sais, c'est quoi la différence entre le bon basketteur finlandais et le mauvais basketteur finlandais? Le bon, il reçoit le ballon, directement il tire, quoi. Et puis le mauvais, il reçoit le ballon, il tire, mais bon, c'est le mauvais, quoi. mais oui, il y a un peu ce côté-là, quoi. Tu dis aussi de clairement, on est sur un finisseur sans mauvais jeu de mots du coup, mais finisseur au sens le plus littéral possible, quoi. C'est vraiment, j'ai la balle, je vais essayer de scorer. Ouais, et là c'est le truc, je me dis, il a été MIP, c'est parce qu'il est passé de la saison d'avant, il était à 1,16 points par tir tenté, et là il est passé de 1,30 points par tir tenté. Donc en fait, il est passé du 73e centile au 96e centile sur l'efficacité au tir. Et du coup, il a eu ce titre de MVP parce que sur les stats, points par match et tout, ça rend super bien. Mais en fait, je me dis, est-ce que c'est entretenable? Et si l'efficacité se casse la gueule, ce qui arrive aussi sur certaines saisons où ça réduit un peu, comme, je sais pas, Julius Randle, par exemple. Et c'était un peu la question que je posais, c'est si il est plus aussi efficace au tir, qu'est-ce qui lui reste, en fait? Oui. Je vois ce que tu veux dire. J'aurais quand même quelques positifs à apporter, mais ce qui est vrai, c'est que si je dis pas de bêtises, il est comme ça depuis toujours en NBA. Ce fameux ratio assist percentage divisé par l'usage, il est comme ça depuis tout le temps. Et d'ailleurs, j'avais noté aussi que sur les joueurs avec
minimum 23% d'usage, puisque c'est son usage sur Cleaning the Glass. Minimum 23% d'usage et minimum 2000 minutes NBA. Bah, c'est le pire d'NBA. c'est très clairement le pire. J'avais noté aussi Shabazification parce que aucune passe. Et la fameuse stat, on n'a même pas explicité, mais les stats des points par touche, c'est vraiment les points divisés par le nombre de fois où tu touches la balle. Mais sauf que les joueurs normaux, des fois, ils reçoivent la balle et ils tirent pas. Donc, ça fait 0 point potentiel. Et c'est vrai que du coup, les Shabazz ou les Klay Thompson, pareil, un finisseur pur, ou donc les Markkanen, il y a un peu ce profil de toute façon, je fais pas de passe. Quand je reçois la balle, je vais tirer. D'ailleurs, j'ai pas calculé. Je l'avais fait pour Shabazz à l'époque, mais je pense que si on fait la différence entre les passes reçues et les passes faites, on doit pouvoir s'amuser aussi avec Markkanen. Il doit y avoir un différentiel. En général, les joueurs ont plutôt des totaux équilibrés dans deux côtés, quoi. Sauf que les finisseurs d'élite, c'est souvent plus de passes reçues que de passes effectuées. mais bref, c'est vrai que comme tu dis, ça l'enferme aussi dans un certain profil et on a certaines limitations de à quel point est-ce que ça peut être le point focal de ton attaque, ou en tout cas, il faut arriver à peut-être bien construire autour, parce que lui ne peut être un moteur offensif que pour lui-même et sans doute pas un moteur offensif à l'échelle collective. Donc il y a peut-être aussi sans même parler d'efficacité, sans même parler de réussite au tir ou d'autres aspects qu'on va peut-être aborder, mais ne serait-ce que sur le profil, le côté moteur offensif d'équipe est sans doute beaucoup plus limité et avec un plafond, en fait. Ouais, clairement, au final, c'est un peu ça. C'est pas la question de s'il rentre plus un tir, ça te reviendra à un joueur mauvais. C'était plus l'idée de, en fait, est-ce que tu peux vraiment en faire beaucoup plus de joueurs, surtout si un jour il se met à plus rentrer ses tirs, parce que ça pose un peu un problème de la construction de l'équipe qui va être faite autour de lui. Donc voilà, oui, c'est une typologie de joueur qui est assez curieuse. Et sur les passes reçues, il est à 0,6 à peu près. Et donc il en reçoit plus qu'il en fait, mais il en reçoit pas énormément non plus. Il y a pas un tel gap que ça. Moi, c'est ça qui m'avait un peu surpris, c'est que oui, il y a pas non plus un gap énorme. En fait, c'est qu'il y a peu de ballons en fait qui parfois transitent par lui, mais par contre dès que ça passe par lui, ça tire, quoi. Ouais. Effectivement. Alors d'ailleurs, oui, tu as parlé de ton article, il y a certains graphes très intéressants sur cet article, donc on vous invite à aller le voir évidemment. Mais oui, il y a cette limitation du passing, et je pense qu'il peut aussi expliquer en partie pourquoi est-ce qu'il a un volume aussi faible, en tout cas aussi modeste, parce que, encore une fois, sur Cleaning the Glass, là, il est à 23% d'usage, c'est quand même pas énorme. Hein. On t'a parlé de la saison de MIP, les points par match, etc. Il faut se rendre compte que c'est pas non plus un volume de star. Clairement, on est aussi dans une équipe qui marche un peu avec des systèmes de plateau, enfin un collectif qui est voilà, la notion de collectif plus que une star là-dedans. Le Markkanen est un peu le joueur un peu majeur là-dedans, mais ça reste plutôt une part du collectif que un gros joueur par qui toute l'attaque va passer. Mais c'est vrai que au-delà même du passing, je me pose aussi la question de à quel point est-ce que lui va pouvoir augmenter son volume et son nombre de responsabilités et son impact dans le jeu, du coup, de par certaines de ses limitations de passing, en fait. Est-ce que tu peux vraiment lui filer plus de ballons avec, du coup, le déchet qui va derrière? Et quand je dis déchet, je dis pas forcément un turnover, mais je dis les occasions qu'il va louper parfois, parce que si la défense surcharge le terrain autour de lui, il va peut-être pas faire la passe vers le corner opposé ou ce genre de choses, quoi. Donc il y a des difficultés, je pense, qui sont loin d'être négligeables sur si vraiment tu veux construire avec lui en tant que pièce majeure. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour moi ce profil de finisseur est idéal quand il est deuxième, troisième option d'une équipe et à côté d'autres qui peuvent être de vrais créateurs collectifs, en fait. Ouais, totalement. Bah, tu disais même le déchet sur les pertes de balles. En carrière, il a plus de ballons perdus que de passes décisives. Ah, tu vois, ça c'est un vrai red flag, ça. Et tu sais chez qui j'ai appris que c'était un red flag, ça? C'était en 2013 quand j'ai lu un scouting report de Shabazz Mohamed. parce que je crois que c'est des joueurs comme Michael Beasley, comme le Lazar Hayward, c'est que des joueurs comme ça qui font cet exploit. Jalen Brown en début de carrière aussi. Ah oui. Et sur l'usage, c'est vrai qu'il a le 5e usage de son équipe cette saison. Donc devant lui, il y a Clarkson, Taylor Horton-Tucker, Colin Sexton et Chris Dunn qui ont un plus gros usage que lui. Donc même si c'est le joueur entre guillemets star médiatiquement en tout cas c'est l'impression que ça donne, c'est même pas le joueur avec le plus gros usage parmi son équipe. Alors
l'usage, c'est de cleaning the glass. Hein. Là, on parle de cleaning the glass. Oui, désolé, oui. Donc il prend en compte le passing, cet usage. Et donc lui qui ne fait pas de passe, il est désavantagé par rapport à certains meneurs ou certains porteurs de balles que tu as cités, qui du coup ont un usage plus gros. Son usage sur Basketball Référence, seulement les tirs, est plus important. On va y arriver, je vais en parler. Mais l'autre point aussi, c'est à garder en tête, l'usage, c'est un pourcentage d'utilisation d'action finie quand le joueur est sur le terrain. Mais donc, pourquoi est-ce que je dis ça aussi? C'est parce que, tu vois, par exemple, Chris Dunn, il a un plus gros usage, mais parce que quand il est sur le terrain, il est moins longtemps sur le terrain, mais quand il est sur le terrain, il a tous les ballons, parce que c'est le meneur. Donc, c'est normal qu'il y ait cet usage plus gros, mais en termes de ballons, de nombre brut de ballons touchés, je pense que Markkanen doit encore être dans les 2-3 premiers de l'équipe quand même, ça mériterait d'être vérifié. Mais voilà, comme en fait, il passe beaucoup de temps sur le terrain, donc mécaniquement, plus tu passes du temps sur le terrain, plus le nombre d'actions que tu termines, on va dire, peut être faible. Je sais pas si je suis très clair. J'espère que je le suis un peu au moins. Oui, au bout d'un moment, à force de passer du temps sur le terrain, ton usage il finit par diminuer parce que sinon ça veut dire que t'es un trou noir, quoi. Effectivement, t'as raison. Oui, donc si tu me permets, je peux enchaîner avec la mienne de stats de la quatrième stat de la saison pour le Jazz, et c'est sur le même sujet, donc tant mieux. Et ça va être un peu plus positif, moi, de mon côté. C'est 13,3. C'est le shooting fouled percentage de Markkanen, donc, du coup, puisqu'on est sur son cas. C'est un pourcentage, et donc, c'est le nombre de fautes provoquées pendant une tentative de tir, et non pas les fautes provoquées en général, mais pendant une tentative de tir. Donc, c'est intéressant parce que c'est vraiment l'aspect de provocation de fautes et d'aller chercher ces lancers francs. Et je cite ce chiffre parce que vous allez voir que c'est assez important. On n'en a pas parlé aussi, mais en termes d'efficacité, là on a parlé un peu, le côté négatif, c'est le passing. Mais il faut dire aussi que Markkanen fait une grande saison d'efficacité, notamment. C'est pas pour rien qu'il a eu le MIP, ou en tout cas qu'il a eu des considérations pour le MIP. C'était aussi motivé par une très belle saison offensive, notamment l'efficacité. Il est à plus 10% d'efficacité par rapport à la moyenne, 110 de true shooting plus 10%, sur donc un usage de Basketball Référence qui cette fois est à 27%, donc un peu plus élevé, mais on n'est toujours pas sur, quand on compare aux autres usage de Basketball Référence, c'est pas non plus énorme, c'est bien, mais c'est pas une méga star, quoi. Mais bref, donc oui, très efficace, et plutôt que parler en true shooting plus, on peut parler en points par tir, hein, c'est pareil, donc 1,29 points par tir tenté sur Cleaning the Glass, mais bref. Et oui, si on filtre minimum 1500 minutes NBA cette saison et minimum 23% d'usage comme lui, c'est tout simplement le 7e joueur le plus efficace de NBA. Donc c'est quand même pas mal, c'est pas rien du tout. On est sur une zone d'efficacité qui est très très impressionnante. Il est entre deux superstars, il est coincé entre Lillard et Haliburton, 7e meilleure efficacité de NBA. Merci de rire. Non, tu ris alors qu'en plus c'est vrai. Bref. Donc oui, grosse efficacité. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que on a parlé du mauvais côté du passing, c'est-à-dire les passes, mais il y a aussi un avantage avec ce type de joueur, c'est que du coup il y a quand même moins de déchets, parce que comme il tente pas de faire des passes, il prend pas de risques, en tout cas moins. Et donc cette année, il est efficace sur son scoring et aussi très propre au niveau des turnovers, à peine 10% de turnovers, 9,9 même. Et donc autre filtrage intéressant, minimum 1500 minutes, toujours, minimum 23% d'usage, donc le volume de responsabilité, plus de 1,29 points par tir tenté comme lui, donc aussi efficace que lui ou plus, et aussi peu de turnover que lui, moins de 10% de turnover. Seulement 2 joueurs en NBA répondent à ces critères, c'est Markkanen et Jimmy Butler. Donc voilà un peu pour donner un ordre d'idée sur ce filtrage statistique. Et pour boucler la boucle, pardon, parce que je fais beaucoup de longs monologues, excuse-moi, sur ce podcast, mais pour boucler la boucle sur mon chiffre des fautes provoquées, là où c'est intéressant, c'est que en fait, au niveau de son profil de tir, les tirs qu'il a pris par rapport à l'an dernier, ça change pas tellement en fait. Le nombre de tirs au panier est à peu près pareil, 33% contre 29%, mi-distance pareil, 3 points pareil. On est sur les mêmes proportions. Au niveau des efficacités, non pas des tirs tentés dans quelle zone, mais des efficacités dans ces zones, ça augmente, mais pas non plus de manière spectaculaire. C'est-à-dire, au panier, il passe de 65 à 70, c'est bien. À mi-distance, il passe de 42 à 47, c'est bien. À 3 points, de 36 à 39, c'est bien, mais il n'y a pas de bon spectaculaire nulle part, quoi. Et qu'est-ce qui fait que donc il est aujourd'hui en 2023, il a été ultra efficace? Qu'est-ce qui a provoqué cette grande hausse d'efficacité?
c'est le fait que d'une part, il s'améliore un peu partout, donc ça aide. Mais il y a aussi donc ces fameux lancers francs, puisque désormais, il est capable d'aller provoquer énormément de lancers francs. Donc je disais 13%, plus de 13% de shooting foul percentage, ce qui est très bien. C'est pas non plus élite, mais c'est quand même beaucoup de points bonus qu'il va chercher de cette manière et qui lui permet d'augmenter sa productivité générale. Donc c'est là où finalement il fait aussi le travail d'efficacité ou de productivité plutôt. C'est là-dessus, c'est sur ces lancers francs qui sont des points très rentables, et surtout, je le cite parce que c'est une évolution notable de son jeu. Il a jamais été très bon dans l'exercice. Il était plutôt même au niveau de la moyenne, voire même un peu moins que la moyenne sur ses fautes provoquées. Là, on a enfin quelqu'un qui fait un vrai step-up. C'est assez intéressant vu les ambitions de scoreur qu'il a. Donc oui, point positif, voire même très positif de Markkanen, cette efficacité globale et donc cette évolution au niveau des lancers francs qui va dans la très bonne direction. Moi, je suis totalement d'accord. Et je pense que c'est bien que tu l'aies souligné après que j'ai fait un portrait un peu plus négatif. Parce qu'en plus, quand j'avais commencé à écrire l'article, je voulais vraiment faire un article positif sur son efficacité et sur les points par touche. Et en fait, après, c'est en regardant ces stats-là, je me suis dit, mais tiens, par quoi d'autre on peut diviser les touches? Et j'ai divisé par les passes. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à me dire, mais peut-être que il y a un mauvais penchant à la façon de jouer de Markkanen, mais il y a aussi un côté très efficace, et l'idée c'est pas du tout de renier un petit peu le titre de MIP qu'il a eu, mais c'était un petit peu d'apporter de la nuance. Mais du coup, c'est bien que tu soulignes aussi tous les aspects positifs où il a augmenté en efficacité sans surchauffe et sans changer totalement sa manière d'attaquer. C'est tout à fait remarquable. Parce que je devine que même s'il fait une grosse saison et que c'est le meilleur joueur de cette jeune équipe du Jazz, tu ne penses pas qu'il a les capacités à être peut-être le go-to-guy de cette équipe? Non. Okay. Non, parce que c'est même le rôle, en fait, c'est pas en fait, au-delà du joueur, sans parler du joueur en lui-même, c'est le rôle par lequel il se définit qui peut pas être en tout cas, j'imagine pas être un go-to-guy d'une équipe. Du coup, vu qu'on a bouclé le cas Markkanen, du coup, quelle est ta 5e stat de la saison à nous présenter pour le Jazz 2023? J'ai hésité entre plusieurs, mais vu que tu as parlé du shooting foul, je vais donc sur le pourcentage de fautes faites, en tout cas le pourcentage de fautes sifflées sur les tentatives de tir. Voilà, je vais y arriver. Je vais parler de Colin Sexton. Colin Sexton, il est à 17.2 sur le shooting foul percentage, ce qui est le 97e pourcentile. Oui. Et en fait, je suis aussi du coup allé regarder un peu plus. En fait, j'ai vu qu'il avait augmenté en efficacité sur cette saison. Et même j'avais vu quelques passages au cours de la saison où ça me paraissait positif, et en même temps d'autres passages où je le voyais jouer et je me disais mais en fait non, on n'y arrivera jamais avec lui. Et en fait, c'était un petit peu encore une fois pour avoir la conversation avec toi sur qu'est-ce qu'on pense de Colin Sexton au Jazz, et même le poste de guard en règle générale au Jazz, qu'est-ce qu'on en fait? Par exemple, je regardais Colin Sexton et je voyais qu'il lui restait encore 3 années de contrat à 17, 18 et 19 millions. Là, il y a une efficacité qui a un peu augmenté, mais d'un autre côté, les passages où il est sur le terrain, c'est pas forcément les meilleurs du Jazz non plus. Mais il y a cette efficacité qu'on lui demande qui est présente en tout cas sur cette saison, avec une petite surchauffe à 3 points. Si je me rappelle bien, oui, il tire à 39% à 3 points cette saison, mais c'est pas une grosse fréquence qu'il a à 3 points non plus, donc c'est pas une grosse surchauffe qui change la donne. Mais du coup, voilà, c'était un petit peu pour toi de sonder sur comment tu te sentais par rapport à Colin Sexton, parce que moi, j'avoue que j'ai du mal à être positif, mais en même temps, j'ai du mal à être trop négatif non plus, et je me dis qu'il y a peut-être encore quelque chose à jouer pour sa carrière et peut-être au Jazz. Et l'autre un petit peu aspect, c'est qui sont les guards du Jazz, qui sont les porteurs de balles,
parce qu'en fait, sur le papier, il y a Dunn, Sexton, Clarkson et THT, et je trouve ça super pauvre. Donc, je sais pas un petit peu, toi, comment tu te places et comment tu le perçois. Je pense qu'il vise James Harden. Voilà. Non, mais blague à part, pardon. Non, mais c'est le cas de Colin Sexton est très intéressant. Alors déjà, première chose, je pense qu'ils l'ont récupéré parce que ça fait un asset. Très clairement, Ouais. c'était dans le trade de Donovan Mitchell. Et bon, oui, le joueur n'est pas parfait, mais quand tu le signes, du coup, le Jazz n'avait pas non plus, comme il n'avait plus de prétention, n'avait pas un salary cap bouché, par exemple. Donc ça permet au moins d'avoir un jeune joueur en échange, de lui faire signer un contrat et donc de le garder en asset que plus tard tu vas pouvoir échanger. Donc ça c'est un premier aspect. En plus, deuxième, peut-être que il y avait aussi un côté pari où se dire bon il est encore jeune, au moment du trade il avait 23 ans. Donc oui, on abandonne Donovan Mitchell. Faisons aussi ce pari-là. Au-delà du move financier qui était intéressant, il y avait aussi ce côté, oui, prenons Sexton et essayons de le tester un peu. Moi, je pense que depuis le début, je suis pas très chaud sur le côté capacité d'atteindre un plafond très haut, notamment d'initiateurs de bon niveau. Et je pense que plus les années passent, plus on a un peu cette confirmation-là, je trouve, parce qu'il y a certains aspects qui manquent en fait dans son jeu. Le passing, on n'en parle pas beaucoup, mais il n'a pas un passing de très haut niveau. On est plutôt sur un meneur de taille plus que de profession, si on peut le formuler comme ça, qui fait des lectures assez simples, qui a les basiques sur pick and roll, parce qu'il a été meneur toute sa vie, etc. Moi, je l'avais scouté en plus à l'époque à Alabama. Voilà, la dose de créativité est quand même pas très grande. On le voyait à Alabama, on a un peu la confirmation à Cleveland. Il y a les basiques, il y a les pick and roll, il y a quelques drive and kick parfois, il y a accélérer le jeu en transition, donc c'est bien. Mais il manque ce truc en plus, il manque cette créativité, il manque ces lectures avancées qu'il pourrait être capable de faire, que font des vrais initiateurs offensifs, donc il manque ça. Et doublé il n'a pas une très grande taille, mine de rien, et il n'a pas une efficacité implacable, comme par exemple, implacable, de haut niveau, ou être capable de scorer un peu mieux, de forcer un peu plus les choses, on va dire, tout en restant efficace. Ce que peut faire un Trae Young, par exemple. Trae Young est plus petit, mais il a un peu ce côté faux follet et capable quand même de casser une défense, capable d'aller chercher des tirs au panier, de punir certains schémas, etc. Il y a le jump shot. Voilà. Trae Young est un meilleur joueur, un meilleur scoreur sur à peu près tous les compartiments du jeu. Et Sexton n'a pas ça. Donc la taille ressent d'autant plus, et la taille le prive aussi de certaines opportunités de scoring ou de passing d'ailleurs. Donc pour moi il y a un plafond qui est assez bas finalement, mais je me dis aussi pour revenir sur ta stat, c'est son meilleur score en carrière pour le coup. De shooting foul, de percentage, son meilleur score de provocation de lancer franc. C'est un domaine sur lequel il était bon à la fac, mais on avait peut-être un peu des doutes en NBA. Le début de carrière a été pas hyper bon. Là, c'est clairement son tout meilleur score en carrière. Enfin, il se met à provoquer des fautes. Après, peut-être, nuance, il a fait qu'une saison de 1000 minutes, je crois, une cinquantaine de matchs ou une quarantaine de matchs. Donc peut-être que sur un gros échantillon, ce serait revenu à la normale ou à une moyenne un peu plus basse. Mais je pense que c'est quand même une vraie évolution et peut-être que ça peut le sauver parce que ce sera pas ton créateur, ce sera pas un créateur primaire ou secondaire, mais peut-être que dans un rôle un peu de puncher en sortie de banc, s'il a du 3 points et s'il a de la création balle en main, déjà ça a une valeur, quoi. Mais c'est vrai que je sais pas toi ce que t'en penses, du coup je te retourne la question, mais je suis pas sûr que le plafond soit si élevé que ça. Non, en fait, pour moi, c'était à quel point le plancher était bas, en fait, un petit peu plus la question. Et je me disais qu'avec, s'il était capable d'être efficace sur ses punch, comme tu dis, ou ces moments où il est sur le terrain, peut-être que ça peut un petit peu sauver sa carrière, parce que, en tout cas, il peut pas jouer plus de 30 minutes par match de manière régulière, être un titulaire dans une équipe qui gagne. Mais je me dis qu'il y a quand même peut-être un rôle à jouer quand je vois qu'il arrive à être efficace cette saison, malgré un usage qui est une utilisation qui est assez soutenue sur les 23 minutes par match où il joue. Et avec, en fait, c'est cette capacité à aller sur la ligne où je me suis dit, si c'est un truc qu'il est capable de faire de manière régulière, c'est quand même souvent une marque. C'est un peu un gage d'efficacité de pouvoir aller sur la ligne. Et vu que là, il était vraiment très haut par rapport aux joueurs de son poste, je me dis,
y a quand même une petite lueur d'espoir. Et ouais, c'était une des stats que j'avais un petit peu pour finir. Et du coup, vu que c'était une stat dont tu avais parlé avec Mark Cannon, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir peut-être soulever le cas Sexton maintenant qu'il est signé pour encore 3 ans à Utah et que du coup, il va bien falloir qu'il fasse quelque chose. Mais c'est vrai que tu vois, on parlait de Mark Cannon et ce profil de finisseur. Finalement, c'est un peu la même chose, hein, Sexton. C'est ça, en fait. C'est finisseur pour lui-même, en fait. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Peut-être un peu plus avec Sexton, puisque il a la taille d'un meneur, donc il va avoir des ballons, il va avoir des opportunités un peu plus, et faire un peu plus aussi que Mark Cannon, vraiment sur le passing. Encore une fois, il a les basiques sur pick and roll, donc ça, c'est bien. Quand tu le couples avec son explosivité, je pense qu'il peut. Mais c'est vrai que du coup, on a vraiment ce profil un peu limité, je trouve. Et d'ailleurs, tu entends parler, son temps de jeu est beaucoup descendu cette année. On est sur un joueur à 24 minutes par match, alors que l'an dernier, à Cleveland, on était sur 31, 32, 35 minutes de jeu par match. Voilà, je pense que c'est pas pour rien non plus. À ça, il faut rajouter aussi peut-être le fait qu'en défense, on n'est pas sur un joueur avec une valeur positive, donc ça, c'est un peu dommage aussi. Et c'est d'ailleurs d'autant plus dommage, autre stat que du coup je peux caler que j'avais relevé, c'était justement 39% à 3 points pour Sexton. Et ça, pour le coup, je pense que c'est un domaine du jeu où il est un peu sous-estimé, j'ai l'impression. D'ailleurs, toi-même, tu as parlé de surchauffe, mais tu vois, il est en carrière, il est à 38% en carrière sur plus de 980 tentatives à 3 points en carrière. Le problème, et tu en as parlé aussi, c'est qu'il y a un petit volume, quoi. Le volume est pas très bon. Il peut faire un peu de pull-up et il aimait bien en faire à Alabama, et c'est comme ça qu'il est un peu monté dans les mock drafts aussi. C'est qu'il avait le pull-up et notamment à 3 points. Mais c'est vrai que, tu vois, il y a un profil qu'on pourrait imaginer, c'est ce côté, le punch, le côté finisseur pour lui-même, ou voilà, le puncher sorti de banc, Colin Sexton, pour ses points donc. Mais il y a aussi un autre aspect où il pourrait être bon, c'est le côté 3&D sur le poste de meneur, un peu un moule Patrick Beverley, quoi. Peut-être pas à ce niveau-là, ou à ce temps de jeu-là, mais un peu ce moule-là, c'est-à-dire défense au point d'attaque plus du 3 points. Or, le 3 points, il l'a, l'efficacité, je pense qu'il l'a, moi. Il a plutôt un bon toucher de balle et un bon jump shot de manière générale, donc ça, il l'a. Mais par contre, c'est vrai que la défense manque un peu pour l'instant, donc je sais pas trop. Le cas est intéressant. Il a été drafté très tôt, avec sans doute des ambitions meilleures que ça. Je pense qu'on peut un peu les mettre de côté, ces ambitions de créateur principal. Par contre, il y a un peu deux pistes de développement maintenant aujourd'hui. C'est le simple puncher, 100% attaque, qui va aller sur la ligne des lancers francs et accélérer le jeu sur transition avec ta seconde unité, etc. Ou alors peut-être, et ça serait très très bien je trouve, et il pourrait avoir du temps de jeu avec des line-up plus intéressants et sur des fins de match et sur des playoffs, c'est s'il arrive à être non pas que un puncher, mais aussi parfois avec des titulaires, un défenseur point d'attaque en tant que meneur, plus du 3 points en catch and shoot. Ça peut lui permettre de gratter des minutes autres que simplement le sorti de banc, quoi. Totalement. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, parce qu'il va falloir qu'il s'adapte en tout cas, et il sera pas le joueur qu'on attendait qu'il devienne. Après, maintenant, c'est quelle piste il va suivre, et quelle piste aussi Will Hardy et le coaching staff vont réussir à lui inculquer. Mais j'ai eu c'était marrant, il y a eu pas mal d'échanges que j'avais remarqué sur le bord du terrain entre Sexton et Hardy. Oui, et j'ai l'impression qu'il y a pas mal il y a quand même quelque chose entre les deux, et je pense que c'était la saison un peu de transition peut-être, et peut-être qu'on le retrouvera dans un rôle plus défini à partir du moment où Utah se mettra à chercher à gagner. Donc ouais, j'y crois pas encore pour qu'il devienne celui qu'on attendait à la draft, mais j'y crois encore pour que ce soit un joueur jouable dans une rotation d'une équipe qui gagne. En tout cas, il y a des raisons d'y croire. Ouais. Est-ce que tu l'échangerais contre Peyton Pritchard à Boston ou pas? Dans le doute, oui. Hein. C'est vrai que vous avez pas de problème de salaire. Vous pouvez encaisser quelqu'un qui est payé 17 millions, 18 et 19 millions. J'avais pas pensé à ça. Moi, j'avais juste pensé aux joueurs, là. Bref, du coup, c'était aussi ma 5e stat, mais du coup, je vais renverser la table et l'arroseur arrosé. Je vais te lancer à mon tour, puisque donc ma dernière stat, ça va être 87, le True Shooting Plus de Talen Horton-Tucker. Je sais que tu as vu beaucoup de matchs du Jazz pour préparer cette émission. Je sais que tu as été étonné de cette efficacité. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu le problème de Horton-Tucker depuis le début en NBA, en fait, clairement. Il avait des fondations très intrigantes au moment de sa draft. Certains l'avaient très très haut, d'ailleurs.
Je pense à Jackson Hoy de The Stepien à l'époque, qui d'ailleurs aujourd'hui est au Memphis Grizzlies, qu'il avait très très haut parce qu'il y avait des fondations très intéressantes de drive, avec des bras immenses, et en plus de ces bras immenses, un peu un côté très Kyrie Irving dans les moves, ou ce genre de style de jeu, en tout cas pas le même niveau, mais ce genre Moi, il me fait penser à Paul Pierce. Il y a Ah des ouais. moments, en plus, il a un bandeau sur le bras, au même endroit où Paul Pierce le mettait, et un peu cette dégaine un peu de faux lent, et sur certains moves au poste, sur certains drives, je suis là, genre, mais, est-ce que c'est pas une version ratée de Paul Pierce trop petite et genre 15 ans trop tard aussi? Voilà, vous écoutez le Basket Lab pour ce genre d'analyse, hein. Merci Azad. Talen Horton-Tucker ressemble à Paul Pierce parce qu'il a un bandeau au même endroit. Abonnez-vous. Non, c'est pas... Non, je te charrie. Mais non, mais alors justement, pour te lancer, qu'est-ce que t'en as pensé de ce que tu as pu observer, et par rapport à cette inefficacité, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, en fait, il se met dans des situations de tir qui sont pas bonnes. En fait, le truc que j'ai vu, c'est il est bon ballon en main. Donc c'est-à-dire que bah, voilà, comme tu disais, pour sa taille, il a quand même un bon dribble. En plus, il a une carrure qui lui permet quand même tu vois, de pouvoir aller au poste, d'avoir une certaine puissance. Mais il prend des tirs c'est vraiment pas les bons tirs, quoi. Et il y a une espèce de sélection que je trouve très mauvaise. Et certaines fois, il arrive à trouver des coéquipiers ouverts. C'est là où il est assez bon, entre guillemets, c'est un peu ce qui lui reste, en tout cas, sa capacité un petit peu de passe, mais je trouve que les situations dans lesquelles il se met pour prendre des tirs, elles sont vraiment mauvaises, et les pourcentages, dans tous les cas, c'est vraiment... c'est pas bon, quoi. Puis en plus, il peut pas tirer à 3 points. Tu dois être à peu près du 30% en carrière à 3 points maximum. Ouais. Donc, il y a un vrai problème de shooting. Et je trouve que les tirs qu'il prend, ils sont pas bons, et c'est souvent dans des situations qui sont pas optimales, quoi. Oui, alors après, il y a quand même un point positif, peut-être, c'est le passing. Ouais, le passing, ouais, totalement. Le passing, c'est ça qui m'avait attiré l'œil un petit peu. C'est je regardais parce que parfois je m'ennuie et je vais sur Cleaning the Glass et je regardais un peu les joueurs qui avaient un gros usage avec un gros ratio assist usage, et il faisait partie de ces joueurs-là. Et c'est là où ça m'a attiré l'œil. J'avais jamais vraiment remarqué ça, en fait, de mon plein gré, entre guillemets, qu'il avait cette capacité-là. Et c'est en allant regarder du coup des matchs et des vidéos de Talen Horton-Tucker, que j'avais remarqué ça. Enfin, que je suis allé vérifier ça à l'œil nu, qu'il avait un bon passing. Et c'est en regardant ça aussi que je me suis dit, mais il y a des fois, il se met dans des situations de tir qui sont vraiment pas bonnes et pas optimales. Mais c'est ça un peu l'attrait du profil, c'était ce côté arrière qui est pas meneur, qui n'a pas du tout ces dimensions-là, donc qui va pouvoir défendre un peu plus grand que meneur, mais qui peut avoir de la création collective, du passing, et qui en plus est très potentiellement excellent sur drive, parce que, encore une fois, le dribble, les nuances, et surtout les finitions, en fait. Hein, les comparaisons avec Irving, c'était surtout sur les finitions au panier, qui pouvaient être parfois très spectaculaires. Donc il y a ce côté-là, et avec un début de pull-up. Or, le problème, c'est que pour l'instant, les tirs rentrent pas. Tu parlais il prend des mauvais tirs, je suis d'accord, mais à quel point c'est non seulement il prend des mauvais tirs, ou alors les tirs qu'il prend parfois sont pas forcément mauvais, mais en fait, juste, il les met pas. Et là, encore une fois, moi, je sais pas à quel point ça peut être relié au toucher de balle, parce que il y a des fois, il montre un très bon toucher de balle, mais il fait partie de ces joueurs un peu irrégulier sur cet aspect du toucher pur, du doigté, de la précision intrinsèque, on va dire. Et voilà, clairement, on est sur 77% de réussite au lancer franc. C'est pas du tout cata, mais c'est pas non plus très bon, quoi. C'est pas genre, cette saison, il a pas mis ses 3 points, mais par contre, tiens, regarde les lancers francs, il a fait une saison à 90 ou 92% de lancers francs. En fait, c'est juste du manque de réussite. Non, c'est pas ça. Donc, il y a ce côté-là où il y a un côté... est-ce que c'est juste qu'il met pas ses tirs parce qu'il n'en a pas la capacité? Peut-être un peu en partie, mais il y a aussi le côté, comme tu dis, de difficulté des tirs qui est à noter et qui est une part importante. J'avais noté également à peine 35% de ses paniers sont assistés. 35% à peine. Bon, on n'est pas au niveau de Doncic et Trae Young, etc., qui sont à 10 ou 15%, mais clairement 35% à peine de paniers assistés, c'est peu. C'est assez peu, et c'est pour dire qu'il a beaucoup, beaucoup de création dans son jeu. Mais en fait, un peu à défaut
peut-être un peu à défaut parce que c'est juste qu'il n'a pas de dangerosité et de capacité à scorer sans ballon. Je pense que c'est un peu ça, un peu dû à ça. Donc il n'a pas trop de menaces en jeu sans ballon, et avec la balle, il est peu efficace, ce qui donne quand même une certaine problématique de comment est-ce qu'on arrive à le faire jouer. Et encore une fois, j'insiste, les fondations et le profil théorique, si ce profil est réussi, ça peut être très bien parce que bon défenseur avec des bras immenses, passeur, créateur, autre que simplement le role-player, il a vraiment de la création avec du dribble et potentiellement pour du scoring. Le problème, c'est que pour l'instant, ça coince un peu partout. Le jump shot rentre pas. Le jump shot, même pas à un niveau suffisant de 3 points, je veux dire. Les tirs au panier et un peu partout, ça rentre pas. Le passing est là. La défense peut-être un peu irrégulière, mais voilà. Pour l'instant, l'inefficacité est un peu un problème parce que tu peux pas, ça ne va pas continuer ainsi où on te confie plein de ballons et un gros usage si tu as ce rendement d'inefficacité en fait. Oui, mais puis du coup, moi, je me posais un peu la question de est-ce qu'ils n'ont pas filé autant la balle pour être sûr d'arriver à tanker, quoi. Tu penses? Parce que l'usage, il est à 31%, même, je crois, 31 ou 32% d'usage depuis le 1er janvier. Donc c'est quand même faramineux. Et il y a quand même depuis, ça se casse un peu la gueule. Et je pense je pense qu'il le savait ou il se serait ajusté. Faut regarder les game logs sur Cleaning the Glass. Donc les game logs, c'est les matchs un par un entre guillemets. Et je te laisse aller regarder l'usage par match sur les 10 derniers. Il est presque à 40%. Ouais. Donc il y a vraiment une volonté de lui dire, vas-y, montre-nous à quel point tu peux être inefficace parce que là on a vraiment besoin de perdre des matchs, quoi. C'est marrant que tu dises ça parce que il y a 10 ans pile, Nico, alias Steel Ballin que vous connaissez, avait écrit un article Victor Oladipo ou le tanking sournois du Orlando Magic. Parce qu'en fait, pour te remettre un peu dans le contexte, Orlando était très mauvais, il venait d'échanger un an avant Dwight Howard, reconstruction totale. Ils prennent Oladipo en numéro 2, qui est pas du tout un meneur, qui était un défenseur 3&D du côté d'Indiana, mais vraiment pas du tout balle en main, mais même pas un peu, quoi. Et ils le draftent et ils disent non, on va le faire jouer. Non, mais il va être notre meneur, Victor Oladipo. Et on a tous dit, non, vous foutez un peu de notre gueule, quoi. C'est juste pour perdre des matchs, quoi. Et Nico avait écrit cet article, le tanking sournois. Et ça s'était confirmé, hein, d'ailleurs, parce que effectivement, c'était du tanking. Mais t'as raison, c'est pas impossible qu'il y ait peut-être eu ce côté-là. Après, peut-être aussi que, au-delà, sans prêter de mauvaises intentions, on va le faire jouer pour perdre, il y a peut-être aussi un côté, bon, il n'y a plus Mike Conley, perdre n'est pas grave, donc autant le passer au révélateur. Et ce qu'on a vu, c'est que il est passé au révélateur avec peut-être des résultats pas assez satisfaisants. Pouvons-nous le formuler ainsi? Pas satisfaisant au tir, quoi, l'efficacité, parce que niveau passing, c'est bon, c'est vraiment bon, mais c'est vrai que c'est l'efficacité au tir qui est quand même particulièrement désastreuse, quoi. Ouais. Et ça se voit encore plus sur des gros volumes, en fait. Et je pense que là, c'est là où c'est un petit peu, où du coup, on l'assomme un peu sur son inefficacité et tout. Mais pour être aussi inefficace, il faut aussi avoir un gros volume. Parce que du coup, c'est comme tu disais tout à l'heure, plus tu joues, ton usage, il va être amené à diminuer parce que, bon, bah voilà, au bout d'un moment, tu peux pas avoir tous les ballons. Là, avec un tel usage, si t'es déjà pas très efficace de base, ça va encore plus se voir et du coup bah là c'est presque trop facile un petit peu mais bon fallait quand même mettre en avant parce que ça confirme un petit peu son incapacité à être efficace, quoi, pour l'instant. Effectivement. Donc voilà pour nos 10 stats de la saison du Jazz. Est-ce que tu en as un peu sous le coude qu'on n'aurait pas encore cité et que tu aurais quand même voulu parler? On a un peu de temps encore. Est-ce que tu as des joueurs que tu veux évoquer ou des stats sous la main? J'avais Chris Dunn que moi j'aime bien entre guillemets parce que c'est un petit peu c'était un peu un chouchou par rapport à NBA 2K, on va pas se mentir, et que du coup j'avais un peu découvert que j'avais un peu du coup mis l'œil dessus petit à petit. Et par exemple là cette année c'est la première fois où il était au-dessus de la moyenne au true shooting percentage. Donc il était au-dessus de 100 au true shooting percentage et il est à 88 en carrière. Il était au-dessus de 100 sur le true shooting plus, pas le true shooting percentage. Oui, sur le true shooting plus, oui, il était au-dessus de 100. Parce que s'il est au-dessus de 100 sur le true shooting percentage, c'est une saison de malade mental.
Et non, malheureusement, c'est pas ça. Il était même en dessous de, oui, il était à 80, il est à 88 en carrière, du coup, sur le True Shooting Plus. Donc, ça veut dire qu'en carrière, il tire 12% en dessous de la moyenne en termes d'efficacité. Et, bah, c'est encore une fois, tu vois, les choses dont, avec l'œil pas forcément aguerri, où je m'étais pas forcément rendu compte de ça. Et du coup, bah, j'ai pris le temps un petit peu d'aller regarder du coup ces matchs avec Utah parce que bah, du coup il y en avait pas beaucoup, donc c'était assez facile de d'enchaîner un petit peu les extraits, et les séquences de jeu. Et il y a du très bon hein, en termes de de flotteur. En fait, c'est là où il est vraiment bon, c'est sa capacité à trouver des bons espaces pour avoir des flotteurs. Il est plutôt efficace dessus, mais le problème c'est que le flotteur ça a quand même une limite d'efficacité parce que ça rentre un peu dans un tir qui subit pas mal de variance. Mais du coup, c'est vrai que ça reste quand même un peu limité et surtout qu'il est pas, en fait, il est pas très collectif dans sa manière de mener le jeu, je trouve. Je trouve qu'il n'y a pas forcément une grande implication des quatre autres joueurs sur le terrain. Et je me dis qu'il y a peut-être un peu de ça qu'à jouer sur le fait qu'il enchaîne des petits contrats et qu'il trouve jamais vraiment sa place en NBA. Moi, pour le coup, Chris Dunn, c'était pas un chouchou 2K, c'était un chouchou scouting. Je l'aimais vraiment beaucoup à la draft 2016, du coup. Même si c'était déjà un senior, le niveau défensif qu'il avait à Providence, je crois. Providence perdu, je crois que Providence. Bref, il était impressionnant et on l'a retrouvé en NBA, hein, ce niveau défensif. Mais c'est vraiment un des joueurs défensifs que j'ai scouté qui était le plus fort avec sans doute Smart et Oladipo, le trio de l'enfer en défense. Et le problème en NBA, c'est qu'on a vu ce niveau-là, mais il a toujours manqué l'attaque en fait. Et même plus que des attentes de très haut choix de draft, il a quand même été drafté 5e à l'époque. Donc il y avait beaucoup d'ambition. Mais même sans parler de création offensive, pour moi, il lui a toujours manqué au moins le catch and shoot pour être un joueur très valuable d'une équipe. Il n'y a pas besoin, enfin si tu veux, j'avais un peu abandonné le côté initiateur et créateur, mais seulement s'il avait pu développer et avoir un catch and shoot à 3 points, pour moi c'était un role player d'équipe, même d'équipe d'élite, de très très bon niveau, assez clairement, parce que la défense est à ce point bonne que quand tu rajoutes le catch and shoot, juste pour être assez viable de l'autre côté du terrain, ça en fait un joueur très très intéressant. Bon, là le problème c'est que le 3 points n'est jamais venu, il a 29 ans aujourd'hui, je vois qu'il a bien shooté à 3 points cette année, 47% à 3 points, mais c'est quoi en termes de volume? Ouais, d'accord, 17 sur 36 et sur une saison à 500 minutes, donc on attendra pour confirmer, mais en tout cas s'il y avait un revival, je serais dans le train avec toi, je pense. Pas pour les mêmes raisons, mais c'est pas grave. Donc t'as commencé avec 2K 2016, alors c'est ça? Lui, en fait, j'ai vraiment jamais regardé les drafts. Enfin, en tout cas, j'ai jamais regardé ce qui se passait à l'université. Encore cette année, je sais pas du tout qui. Enfin, je connais les noms de ceux qui ont été draftés, mais c'est tout. Et en fait, j'ai vraiment je vis dans un monde fermé. Je vis dans une illusion en fait où le basket existe qu'à travers la NBA. Je sais que j'exagère un peu, mais c'est vrai que c'est ce que je consomme en tout cas en termes de basket. Et du coup, bah quand un nouveau joueur arrive et je regardais pas le basket de manière aussi assidue à cette époque, mais par contre, je jouais énormément à NBA 2K. Et du coup, bah il y a des joueurs que j'ai découvert par rapport à ça. Et même ma passion pour le basket m'est venue de NBA Live 2008. Pour ça que d'ailleurs j'ai été fan des Celtics, c'est parce que c'était la meilleure équipe sur le jeu à l'époque. Ouais, la meilleure équipe de l'histoire selon certains podcasteurs américains également. Mais bref, est-ce qu'il y a des joueurs je pense que le joueur dont on a un peu parlé, qui peut-être qu'aurait mérité une mention, c'est Ochai Agbaji, le jeune rookie qui avait été drafté par Cleveland et envoyé à Utah. J'avoue que je préfère pas trop me prononcer tant que j'ai pas beaucoup vu, donc mais joueur intéressant à suivre évidemment parce que très jeune. Je sais pas si toi tu l'as vu ou pas. J'étais un peu dans le même état d'esprit que toi. J'ai vu, je vois à peu près, mais je peux vraiment pas en parler et je pense que ce serait trop difficile d'arriver à faire des quelconques conclusions ou analyses parce que c'est trop petit et je manque d'historique en plus vu que bah tu
vois, et je regarde pas ce qui se passe avant la NBA. Donc là, j'ai vraiment que genre 1000 minutes à regarder de lui pour analyser. Donc c'était un peu court, mais il n'en est pas moins ils le font quand même pas mal jouer. Surtout sur cette line-up que je te disais de très grand, où ils allaient chercher beaucoup de rebonds offensifs, il en faisait partie. Donc il y a vraiment quelque chose qu'ils ont spoté avec lui et qu'ils vont vouloir développer. Donc je pense que ça va être intéressant de voir comment il l'utilise la saison prochaine. Surtout que, comme on l'a dit, ils ont pas de point de garde. Ils ont pas de meneur. En réalité, ils ont, en tout cas, pas de vrai meneur. Du coup, je pense qu'il va probablement starter à la main ou comme guard, et il va être amené à avoir pas mal de ballons. Ouais. Non mais si on l'a pas vu, il vaut mieux qu'on n'en parle pas. Non pas au cas où on dise des bêtises, mais au cas où on dise des trucs justes par chance. Du coup, on pourrait nous reprocher, mais pourquoi vous regardez les matchs du coup si vous pouvez se dire des trucs juste sans savoir regarder. C'est surtout dans ce sens-là, du coup, autant ne pas en parler évidemment. Ce sera plus sage, bien sûr, blague à part. Mais voilà, en tout cas, on a fait un bon tour de cette saison du Jazz. On a parlé de l'aspect collectif, on a parlé de pas mal d'individualité, pardon. Et en tout cas, merci beaucoup Azad d'être venu sur Basket Lab pour nous en parler, merci. Et ben avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère qu'on n'aura pas eu des takes un peu trop épicés, comme on dit. C'est vrai que moi, ça me tenait un peu à cœur de parler un peu en longueur, un peu en profondeur de ce sujet de Walker Kessler. En plus, c'est un joueur sur lequel j'étais pas non plus franchement convaincu au début, quand de suite il y a eu des comparaisons avec Rudy Gobert. Ça me semblait un peu dans l'exagération. Mais au final, c'est vrai que il me semble que la saison, en termes d'impact de Kessler, a été un peu sous-estimée. Donc voilà, si vous êtes un peu en désaccord, si vous voulez en discuter, on se donne rendez-vous sur les Discord, évidemment, ou sur Twitter, d'ailleurs. Et donc, voilà pour le Jazz. Et du coup, de notre côté, la prochaine fois, on arrive doucement vers les sujets d'intersaison et vers nos sagas, bien sûr. Mais la prochaine fois, format que vous connaissez, puisqu'on l'avait déjà fait l'an dernier, on va parler de nos joueurs surprises et déceptions pour cette année 2023. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Azad d'être passé sur le podcast, bien entendu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.